Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission, un nouvel épisode des intégrales de The Amazing Spider-Man. Je l'ai bien dit, Anto? Non mais cet accent il est exceptionnel là. Tu as travaillé pendant combien de temps? Environ 2 mois avec un coach particulier. Ah bah oui, c'est tout ce qui nous séparait de la dernière émission, c'est pour ça que tu as eu le temps. Voilà. Encore j'ai dit, comment j'ai dit? J'arrive même pas à le redire. Oh mais ça se bloque derrière mes dents, c'est un truc de fou. Je n'y arrive pas. Quelle langue de merde. Alors que tout de suite, moi tu vois quand c'est des langues latines, je trouve que ça marche mieux, tu vois, style Giovanni. Si vous avez la ref, vous me la mettez en commentaire, vous êtes un bon. Ça me fait extrêmement plaisir de te retrouver une fois de plus pour parler de ton super-héros favori. Comment ça va, Anto? Très très bien, je suis plus que ravi. Je te dire que ça avait vraiment manqué en fait cette émission depuis tout ce temps et cette petite dose un peu qu'on s'injecte par pure volonté pour le coup, hein, les intégrales à 36 balles on adore, mais voilà, c'est quelque chose qui me fait trop plaisir et je vois en plus qu'on est raccord au niveau de notre Tout à fait. petit sujet. On avait dit qu'on allait montrer nos besouls pendant cette émission, c'est une honte. Et c'est même pas fait exprès. Non, bah non. Sinon, ce serait en même temps, putain, on met 2 t-shirts Green Lantern pour parler de Spider-Man, encore heureux que c'est pas fait exprès. Hein, Donc je suis ravi, voilà, je suis ravi. Eh bien, moi aussi. Alors, on va faire un petit disclaimer. On a lu cette intégrale 1965 il y a déjà pas mal de temps. Il y a déjà plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, et notre mémoire n'est peut-être pas aussi fraîche que lors du précédent épisode. Donc, après, voilà, hein, c'est la vie, on n'a pas eu le temps de tourner. Il y a eu Noël, il y a eu Nouvel An, le mois de janvier était quand même bien hardcore pour moi au niveau du temps, pour toi aussi, parce que tu es l'homme de tous les lives, l'homme de toutes les émissions. Oui, bon, à un moment donné, il faut quand même être sur les priorités, hein, comme je dis. Voilà. Voilà. Mais tout à fait, tu fais bien de le faire, ce petit disclaimer. Donc, vu que je suis une sombre merde, je ne prends pas de notes pendant mes lectures. Voilà. Je l'avoue devant tout le monde. Mais je déteste prendre des notes, ça me coupe en fait, et j'aime pas ça du tout. Mais du coup, on va compter sur notre passion mutuelle pour l'araignée, et puis les nombreuses réactions qu'on espère dans les commentaires de gens très calés sur le sujet, pour nous repréciser si jamais il y a des choses qui ne sont pas exactes. Planète Strange, on pense à toi. Exactement. Et moi, c'est l'inverse. Le côté, toi, pas de notes, moi, 5 pages de notes, c'est trop. On va pas se mentir. C'est un petit peu trop. Mais pour le coup, ça m'a quand même bien permis, tu vois, en les relisant, de restituer un petit peu si on a des petites imprécisions, n'hésitez surtout pas à nous le dire dans les commentaires et à nous excuser. Pourtant, malgré tout, malgré le temps et le délai qui a passé, eh bien, on a énormément de choses à dire sur cette intégrale 1965. On va faire comme d'habitude. On va prendre épisode par épisode, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas tellement d'arc narratif. Hein, c'est toujours un épisode, une histoire, grosso modo. Hein, voilà. Donc, on va prendre épisode par épisode, vous expliquer un petit peu ce qu'il en est de cet épisode, de quoi ça parle, et puis ce qu'on a retenu autour de cet épisode, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand on arrivera au bout de 4 heures d'émission, il y aura une petite musique qui va s'installer en vous. Vous allez vous habituer, et on pourra passer sur 1966. Est-ce que ça te convient? Mais totalement. Eh ben, vaut mieux parce que j'ai pas de plan de secours. Donc, je vais pas te mentir, c'est un peu ça ou rien. Hein. Donc, voilà. Et alors, cette intégrale coûte 36 €. Oui. C'est cher, mais quel bel ouvrage. Il faut le reconnaître. Quel ouvrage. Ouais. Ça fait quand même vraiment plaisir. Quoi. C'est quand même, voilà. On est quand même sur du papier de haute qualité. Hein. Du papier consent. C'est sûr. Et on est sur quand même une très belle édition avec les couvertures à la fin et puis la traduction de Geneviève Coulon. Moi, je pense que 36 €, ça les vaut largement. Voilà. Je veux pas dire, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Ça a quasiment 60 ans. Bon, ça va. C'est pas comme si c'était déjà fait du beurre dessus. Ah, ça va. Et donc, dans cette intégrale, on va revenir sur les épisodes 20 à 31 et on aura également un Annual, le deuxième Annual de la série. Tout à fait. Et on commence tout de suite avec, au mois de janvier, l'épisode numéro 20. Est-ce que tu veux que je me lance dans le pitch ou je vais te le laisser? Ok. Avec grand plaisir. Je vais te laisser tous les pitchs.
Eh ben alors, tu pensais me coincer, mais figure-toi que non, parce que je me souviens très très bien de cet épisode. Et je t'en prie. Et je l'ai relu de toute façon. Bon, c'est pas, voilà, comme on disait, c'était il y a 3 semaines, vraiment, voilà. Mais je m'en souviens très bien de celui-là parce que ben, c'est la première apparition officielle du Scorpion, donc de Mhm. McGargan, qui est d'ailleurs une continuité directe de l'épisode 19 qu'on avait chroniqué dans la dernière émission. Et en fait, on découvre tout simplement que voilà, Peter est suivi dans la rue par un étrange homme au chapeau melon. Non, c'est même pas un chapeau melon. On s'en bat les couilles. C'est un, c'est un homme à chapeau. Et en fait, on découvre que c'est un détective privé engagé par Jonah Jameson, cette raclure de Jameson, hein, qui, encore une fois, s'interroge sur le moyen, enfin les moyens mis à disposition de Peter Parker pour photographier Spider-Man. Voilà. Mhm. Et du coup, c'est très intéressant parce que ce pitch va nous permettre de découvrir un nouveau méchant de Spider-Man dans un contexte où, finalement, à l'inverse des autres, ça met en avant Peter Parker. Du coup, on commence petit à petit à rentrer dans cette logique de personnage où les super-vilains peuvent parfois être liés à la vie privée du personnage, quoi, du personnage principal. Tout à fait. Et là, c'est bien parce que tu le vois en tant que civil, McGargan, et tu découvres très vite que Jameson, bah, il va lui demander de s'impliquer davantage en participant à une expérience menée par le professeur Stillwell, qui est là aussi un professeur très connu de l'univers de Spider-Man, qui du coup va Et je vois embaucher pas du McGargan. tout. En quoi il est connu, Stillwell, vu Alors en qu'il fait, meurt dans l'épisode? alors il meurt, mais dans le sens où par rapport aux adaptations, il Ah, a été pas mal utilisé dans certaines adaptations, notamment la série animée de 94, dans l'épisode avec le Scorpion. Voilà, c'est l'épisode pour le coup est très fidèle à ce qu'on a ici dans cet épisode 20. Et du coup va s'ensuivre évidemment un combat entre Spider-Man et Scorpion, qui va être pour moi pas le meilleur de la série, mais on y reviendra. Et puis toujours une intrigue en continu par rapport à Betty Brandt, à Tante May, qui continue de se mettre en place. Et on découvre aussi un petit peu plus le jusqu'au boutisme en fait de Jonah, quoi, tout à fait. qu'on va beaucoup entrevoir dans cette intégrale. Voilà. Et bah pour rebondir sur ce que tu disais, le premier truc moi qui m'a vraiment étonné, c'est ça, c'est de voir J. Jonah Jameson, Gigi, hein, on va l'appeler, ou Jameson, qui vraiment, bah pour le coup, pour utiliser un terme d'aujourd'hui, qui se radicalise à chaque fois un petit peu plus et qui va toujours un petit peu plus loin. Et c'est vrai que dans mon imaginaire, je pense que je l'avais dit, je crois, sur la précédente émission, mais je le voyais vraiment comme une espèce de fauteur de troubles, de trublion, mais je pensais pas qu'il allait aussi loin pour essayer de nuire à Spider-Man. Je pensais pas qu'il pouvait être à l'origine, à ce point-là, de la création d'un des super vilains quand même important de l'univers de Spider-Man. Et ça m'a vraiment, ça m'a vraiment étonné. Je pensais que tu connaissais Je le voyais pas à ce l'origine point-là. story du Scorpion. D'accord. Ok. Non, pas du tout. Pas du Je suis tout, très pas du déçu. tout, pas du Voilà, tout. très déçu. J'en attendais trop. Mais non, mais c'est vrai que pour le coup, quand tu vois que les films, entre guillemets, tu t'attends pas à voir un mec aussi impliqué comme ça dans l'origine historique d'un des plus grands super vilains quand même du personnage. Ouais. Donc ouais, c'est intéressant du coup d'avoir ton ressenti là-dessus. Et l'autre truc que je trouvais intéressant, et pourtant je le trouve raté, le Scorpion, d'une certaine manière. En fait, il reprend, on va dire, le même principe que Spider-Man, c'est-à-dire que il a des pouvoirs et il a, on va dire, des gadgets qui vont lui permettre aussi d'aller un petit peu plus loin dans l'association avec l'animal totem, hein, on va dire en gros. Hein. Et lui, c'est cette queue mécanique. Mais la queue mécanique, franchement, elle est souvent un peu ridicule. Et à un moment donné, il s'en sert pour rebondir sur un mur. Ça fait très marsupilami. Bravo. Toi, mais Il n'est pas très fan du Marc. Il m'a dit, non, je suis pas très fan. Mais enfin voilà, tu vois. Et je trouve que ça colle pas des masses. J'ai l'impression que le combat entre les deux est vraiment titanesque. Mais on est vraiment dans un déferlement de violence. Mais je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de fond derrière pour que je sois vraiment investi dans ce déferlement de violence. Je ne sais pas si je suis très clair. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve que pour la première fois, en fait, enfin l'une des premières fois, je trouve que le chara design rend pas forcément hommage au personnage. Et c'est c'est l'une des refontes que je préfère finalement dans la galerie Spider-Man parce que vraiment ce design, je le trouve pas très inspiré, pas très détaillé. Et puis, oui. voilà. Et puis C'est c'est un Scorpion qui n'a pas de dard. Ouais.
Et voilà, rien que ça, par exemple, ce qu'il aura plus tard. Mais là, il n'y a pas. Pas de dard, il n'a pas de pince. Tu vois, il est... ouais, il est pas fini, quoi. Il est pas fini. Les pinces, ça me dérange moins, parce que ça, il y a notamment quelques plans où tu vois qu'il empoigne un peu Spidey. Ils font vraiment pour montrer que c'est comme une pince, en fait. Tu vois. Ouais. Et le dard, c'est quand même assez assez représentatif, en fait, du Scorpion tel qu'on l'imagine actuellement. Ah oui. Et l'autre truc que j'avais noté que je trouvais quand même intéressant, on sait qu'il y avait, alors je pense qu'on en parlera beaucoup plus sur 1966, mais cette petite guerre, peut-être même une petite guerre d'ego entre Stan Lee et Steve Ditko. Et sur la première page, où il y a toujours un petit peu la présentation du contexte, l'auteur, le dessinateur, et ben cette fois-là, c'est marqué: une poignée de lecteurs se demandent pourquoi le nom de Stan est toujours en tête du générique, mais pour leur faire plaisir, on a mis Steve en vedette. Et le premier nom, c'est Steve Ditko, le nom d'en dessous, c'est Stan Lee, mais le nom de Stan Lee est écrit en beaucoup plus gros et en rouge. Donc on sent quand même, tu vois, c'est pas complètement anodin. Ça commence à... Comment dire, à sentir mauvais pour le duo. Partiront pas en vacances ensemble. Clairement pas. Je crois qu'ils ont annulé la réservation, d'ailleurs, à partir de cet épisode-là. Récupéreront-ils leurs arts? Vous le saurez en 1966. Voilà. Mais sinon, ça sent le sapin. Comme on dit chez moi, ça sent le sapin. Voilà. Exactement. Mais sinon, épisode globalement très agréable. J'ai vraiment bien aimé quand même. Ouais, dans la continuité de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Alors, il y a un combat plus physique entre Spider-Man et Scorpion que par rapport à d'autres vilains, mais c'est plutôt pas mal. Et peut-être juste la mort de Stillwell que je trouve un petit peu... Bon, voilà, il essaie de grimper sur un immeuble pour balancer la potion sur le Scorpion, et hop, il glisse, il tombe, il meurt. Voilà. C'est un peu triste, mais c'est un peu dommage. Oui, ça arrive. Il y a quelques bonnes idées, notamment le passage où le Scorpion va s'acharner sur Spider-Man et il va y avoir une espèce de plan sur son visage avec un zoom progressif sur ses yeux, et où il devient vraiment tout rouge et tout énervé. Pour le coup, ça a été aussi repris dans l'épisode du Scorpion dans la série de 94, dans le sens où en fait, plus il s'énervait, plus il se métamorphosait en véritable Scorpion. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui a été indirectement utilisé du coup pour l'animé. Et dans l'animé, ils ont réussi à en faire quelque chose d'un peu plus, je trouve, un peu plus poussé là-dessus, dans le sens où il devient vraiment un animal, quoi. Là, il reste quand même humain, dans l'idée. Ouais, mais tu as tout à fait raison. Et dans cet épisode, alors on n'arrive pas à se rappeler si c'est la première fois ou pas que au cours d'une bagarre, le costume de Spider-Man est à ce point déchiré. Je t'avoue que j'arrive pas à me souvenir. Je sais pas, mais c'est possible que ce soit la première fois, hein, clairement. Je sais pas. Ce qui va d'ailleurs devenir une marque de fabrique, puisque quel meilleur moyen pour iconiser un héros que de montrer le héros en difficulté via son costume déchiré, justement, et ça donne des situations très excitantes. C'est-à-dire Pardon. Je viens de me repasser la phrase, il y a eu 2 secondes, et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment les bons mots que j'ai choisis? Pourquoi pas? Bah, ça met un peu plus de tension, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Tout à fait. Mais c'est ça, en fait. Et puis ça rend... ça permet de trembler un petit peu pour le héros que tu suis, ni plus ni moins. Hein. Vraiment. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on voulait dire, je crois, hein, sur cet épisode 20. Il y a plus intéressant dans l'année. Voilà. Ouais. Et on est encore, pour le coup, vraiment dans la continuité de 64 avec encore une création d'un super vilain. Ce qui ne sera pas forcément le cas tout le reste de l'année. Totalement. Et ça, on pourra peut-être y revenir en fin d'émission. Ensuite, on passe à février 1965 avec l'épisode 21, un épisode un petit peu particulier puisque on va de nouveau avoir Johnny Storm et Peter Parker qui vont se croiser. Il va y avoir une espèce de quiproquo entre eux, de quiproquo amoureux entre Betty Brant, Johnny Storm, la copine de Johnny Storm, voilà, une espèce de quiproquo. Et en toile de fond, un méchant qui n'a pas été créé dans les pages de Spider-Man, il s'agit du Scarabée. Et là, tu vois, c'est pareil. Moi, je pensais qu'il avait été créé dans les pages de Spider-Man. Et bien, pas du tout. Parce que, et c'est à ça que ça sert de prendre des notes, c'est que le Scarabée Abner Jenkins est apparu en août 1964, donc l'année d'avant, dans Strange Tales 123. Il a été créé par Stan Lee et Carl Burgos. Carl Burgos qui est aussi également le créateur de la Torche Humaine en 1940. Et voilà.
Après, on reviendra peut-être après sur le design du scarabée, tout ça. Pour moi, c'est pas la meilleure des histoires, loin de là. Mais je peux, en fait, les quiproquos amoureux, moi, c'est pas forcément mon truc. Mais après, ouais, moi, une fois que C'est j'étais surtout dedans, que ça s'est passé, quoi. on en a déjà vu pas mal en fait. Alors oui, c'est un soap opéra, évidemment, hein, c'est la formule de base, hein, c'est l'inspiration va directement dans les histoires pulp des années qui l'ont précédé. Mais quand ça mélange le pulp avec le super-héros, et que en gros ça donne lieu, comme tu dis, à des quiproquos un petit peu bateau, j'avoue que moi je te rejoins un peu, c'est pas l'épisode le plus transcendant, quoi. Et pourtant, il y a de belles mises en page de Steve Ditko. Il y a une page Ouais. là, que j'ai devant les yeux où tu vois vraiment pas mal de scènes de combat entre Spidey et la Torche qui sont encore un cran au-dessus de ce qu'il avait fait auparavant avec ces deux personnages-là. Et vraiment, tu vois Peter qui fait des raquettes de toile, tu vois les espèces d'acrobaties dans les flammes, dans les anneaux de flammes que Johnny lui envoie. C'est hyper impressionnant, mais c'est au service d'une histoire qui est pas forcément mémorable en fait. Et du coup, ça c'est un peu frustrant en fait quand tu lis l'histoire. C'est pas mauvais du tout, hein, mais tu sors d'une histoire avec le Scorpion, tu sors d'une grosse élaboration de personnages de l'année 64 et tu reviens à quelque chose de plus initial en fait. Et ça permet de faire une respiration, mais ça perd aussi un peu en intensité. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Et en même temps, c'est vrai qu'on a besoin aussi d'avoir des épisodes comme ça qui sont un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus faibles, un petit peu moins forts, pour pouvoir un peu mieux apprécier les épisodes où ça balance vraiment. Et de toute façon, même visuellement, les épisodes où ça balance vraiment, tu le vois tout de suite. C'est vraiment les épisodes où Ditko, il va vraiment y aller, quoi. Sans déconner. Il y a quelques épisodes, encore une fois, là, dans cette intégrale, où Ditko, il est vraiment, pour le coup, très très impressionnant, mais par cette capacité à se mobiliser sur les épisodes très importants. Et de toute manière, il est encore à ce moment-là vraiment en constante évolution. Ça évolue, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Il n'y a pas de secret, hein. De toute façon, il taffe comme un damné, donc à un moment donné, on voit que le trait s'affine, les idées de mise en page, c'est pareil, c'est beaucoup plus précis, ça s'améliore vraiment beaucoup. Voilà, le sac est devenu une valise, ça y est. On est sur un sac de chez Vuitton. Non, mais tu vois, et je pense que c'était ça aussi, tu vois, j'avais envie de t'en parler. Généralement, quand on présente Stan Lee, Steve Ditko, Spider-Man, on montre toujours les premiers épisodes. Tu vois, dans la légende. Et clairement, c'est vraiment pas beau, quoi, tu vois, les premiers épisodes. Enfin, c'est pas, Oui. ça fait pas Moi, j'aime partie beaucoup. Mais Oui. c'est vrai que c'est très différent de ce qu'il fait en 65. Je suis totalement d'accord, évidemment. Et je trouve qu'on aurait, même si c'est important en fait de montrer ces premiers épisodes parce que c'est vraiment le point de départ, aller 10, 15, 20 épisodes après, c'est super sympa aussi parce que ça permet de montrer aussi l'évolution du trait Ditko où ça passe mais du simple au double, hein. Enfin, ça passe du tout au tout, quoi. C'est vraiment vraiment bien. Et si, oui, bon, après le design du scarabée qui moi me fait kiffer, qui n'est pas qui est pourri, clairement. Enfin, ça collerait pas du tout, tu vois, aujourd'hui, mais qui sent vraiment la fin des années 50, le début des années 60. Dans la précédente émission, on avait fait la remarque que ça me faisait vraiment penser en fait au film Ed Wood, que je t'invite toujours à voir. Quel acte manqué, hein, c'est dommage. Mais qu'est-ce qui nous a... Je te jure, tu vas kiffer ce film. Mais alors, je le ferai avec volontiers, comme dirait un certain Qui dit ça vidéaste, un certain ami. Alors, qui dit ça Des noms. On va donner les noms. C'est Landry qui a repris la phrase de Malik Bentala. Voilà. D'accord. Quand il était sur un plateau. Voilà. Donc, du coup, j'ai une double inspiration. Tu vois. Je le ferai Oui. volontiers si je n'avais pas 45 films à voir avec notamment The Serial Vlogger, avec d'autres personnes, hein, voilà, je n'ai pas en tête. Donc, je le note sur ma liste. Et promis, pour l'intégrale 1992, j'aurais vu Ed Wood. C'est ça. Est-ce que tu serais pas en train de me dire qu'il faudrait que j'organise une watch party en live? Mais peut-être. Du moment où, de toute façon, le concept a été pompé déjà sur quelqu'un d'autre, je pense que tu peux y aller sans aucun souci. Alors, mais là, sans scrupule, hein, je te le dis tout de suite, rien à foutre, rien à foutre. Non, mais c'est super vieux comme concept, non?
C'est quasiment tombé dans le domaine public, là, à ce moment-là. Oui, avec toute la bibliographie de Voltaire et puis de Victor Hugo. Hein, c'est-à-dire. Allez, on reprend, ça va trop loin. Tu vois à quel point on a quand même beaucoup de choses à dire sur cet épisode. On est obligé de faire les foufous, hein, voilà, pour raconter cette histoire d'amour un peu bidon entre Johnny Storm et l'une de ses nombreuses conquêtes. Le problème, c'est que c'est très naturel de faire les foufous et ça peut durer très longtemps. Voilà, enfin non, après sur le design, enfin tu vois, il a vraiment il a 3 doigts qui sont absolument immensément longs. Techniquement, tu essayes d'avoir un costume comme ça dans la réalité, tu ne peux strictement pas te battre avec un truc comme ça. Il a un casque avec 2 gros yeux globuleux, enfin on est vraiment sur quelque chose de kitsch, mais puissance 1000, mais qui moi me fait kiffer, quoi. Je trouve ça mignon. Oui, c'est une époque, voilà, c'est l'époque des années 60 dans les comics. Bon, ben voilà. Aujourd'hui, il est davantage militaire en fait. Son design, il est plus dans quelque chose justement qui correspond au canon actuel. Mais c'est vrai que le costume du scarabée, bien que ultra kitschoun, a aussi son petit, voilà, son petit. J'aime bien. Avec ses gros doigts ventouses. Voilà, qui servent à rien dans le combat, hein, on va pas se mentir, mais il les a, donc c'est cool pour lui. Bon, hormis à faire des suçons éventuellement. Alors l'épisode 22. Et si je voulais juste dire, tu vois, sur la dernière page, j'aime beaucoup en fait la dernière page et la mise en scène, et voilà, pour vraiment essayer il essaye de faire une espèce de petit panorama sur les 20 épisodes qui viennent de se passer pour faire un focus sur à quel point la vie de Peter est de la merde. À quel point il a une vie extrêmement compliquée, et ça permet de résumer un petit peu toutes les situations compliquées qu'il rencontre. Et j'ai trouvé, et pareil, c'est très bien fait, quoi. Alors je sais pas si ce sont les couleurs d'origine, mais il y a une espèce de teinte un peu rosée pour mettre l'aube, que je trouve, ou le crépuscule d'ailleurs, que je trouve très réussi et qui vraiment appuie ce que tu dis, c'est-à-dire que on a le personnage qui qui continue finalement à se demander si son choix de carrière est un choix pertinent ou pas. Et ça va être de toute façon une thématique centrale des premières années et puis surtout de cette année 65 avec les grands changements qui s'annoncent. Voilà. Alors, cet épisode 22 de mars 1965, tu veux que je le fasse lui aussi? Je sais que c'est pas Non, je vais le faire. Je vais le faire. Bah alors, il y a le cirque du crime, hein, voilà, les maîtres de la menace, pardon. Le retour du Ringmaster, hein, ce méchant iconique de la galerie de Spider-Man, s'il en est. Spoiler, c'est faux. Et du coup, Jameson qui organise une espèce de galerie d'art, d'exposition dans une galerie d'art, qui va se faire un peu justement interrompre par ce cirque du crime. Et Peter qui va partir à leur recherche justement et qui va forcément naturellement aller vers le Ringmaster qui pour le coup se dédouane un peu de tous les actes criminels qu'il y a en ville en ce moment et qui seraient potentiellement liés à lui. Donc c'est assez intéressant parce que tu as un côté où le méchant manipule un petit peu le héros, ce qu'on n'avait pas forcément toujours vu jusqu'à présent dans la série, et un petit peu d'enjeu avec le fait que Jameson soit dans le coma, voilà, pendant quelques temps dans l'épisode. Mais après, au-delà de ça, voilà, je trouve que c'est vraiment l'un des épisodes les plus faibles de la prestation du duo. Et clairement, encore une fois, là, on enchaîne pour le coup 2 épisodes, mais rassurez-vous, restez, la suite est très bien. Mais cet épisode-là est assez passe-partout. Et il est même peut-être encore plus kitsch, je trouve, que le précédent, parce que oui, le design du scarabée était pas ouf, mais l'histoire était quand même relativement complète à ce niveau-là. Là, il y a vraiment juste un défilé de castagnes en fait entre Peter et chaque membre de ce groupe criminel, chacun ayant sa particularité, hein, notamment l'homme canon, voilà, par exemple. Le clown rusé. Le clown rusé, la princesse Python sur laquelle tu auras beaucoup de choses à dire. Et voilà, c'est plus un défilé de vilains et pareil, graphiquement, pas incroyable. On sent que peut-être Ditko se fait plaisir sur les scènes d'action, mais ça raconte pas grand-chose et les décors sont assez vides pour le coup. Ouais. Donc je dois dire que c'est clairement pas ce que je retiendrai de cette prestation, quoi. Voilà. C'est pas là où il donne le meilleur de lui-même, Ditko, ce qui est pas complètement fou quand tu sais, quand tu connais l'épisode qui est après. Exactement. Il se réserve pour la suite.
Voilà. Ouais. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne, vraiment. Qui gère son temps. C'est-à-dire que les épisodes où, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un gros déploiement artistique, il va se détendre un petit peu, et ensuite, sur la suite, il va y consacrer beaucoup plus de temps. Un sacré professionnel. Et donc, oui, comme tu l'as dit, bah ouais, pas tellement de gros enjeux là-dessus. Je vais pas en rajouter sur ce que tu as dit sur le casting des méchants, parce que c'est loin d'être le meilleur. Il y a malgré tout la princesse Python qui m'a fait tiquer, et notamment ses sourcils, puisque ses sourcils, ça m'a fait quand même énormément penser, alors je vais essayer de bien dire son nom, à Maïla Nurmi, qui est l'interprète de Vampira, qui était actrice et présentatrice dans les années 50-60. Donc là aussi, on est toujours vraiment... voilà, on est dans une histoire qui est implantée dans sa décennie, voilà, et donc qui est influencée par tout ce qu'il peut y avoir d'une manière ou d'une autre autour d'eux. Enfin voilà, forcément, ça influence les artistes, et on a vraiment ces sourcils extrêmement caractéristiques de Vampira. Là aussi, je vous conseille de regarder le film Ed Wood. C'est pour ça, c'est pas que je voue une passion à ces années 50-60, mais le film Ed Wood, c'est très bien montrer tous ces petits focus, tous ces petits trucs qui font le petit côté kitsch et pourtant très intéressant de ces années-là. Tu devrais mettre en bannière, je pense. Regardez Ed Wood. Et je sais pas s'il a pas eu des Oscars, des trucs. Tu sais quoi? Prochaine émission, j'aurais vu Ed Wood. Voilà, je le dis. Prochaine émission, je vais organiser un watch time sur watch time. Mais non, ça peut être très chiant à regarder un watch party. Mais bon, très bon. Ouais. Mais je le verrai. Je le regarderai s'il est disponible chez mon illégalement américain. Voilà. C'est une manière plus classe de le dire, mais bon. Est-ce qu'on en est vraiment encore là sur cette chaîne? Non, je ne crois pas. Je pense pas. On a déjà sauté le pas depuis un moment. Alors, vas-y, je t'en prie. Non, c'est moi l'épisode 23. Et voilà. Je te laisse un bon épisode en plus. Hein, et c'est là où c'est très important d'avoir noté, tu vois, d'avoir pris des notes sur les pitchs, parce que ça va être un petit peu compliqué pour moi. Ah non, ça y est, je me rappelle. L'épisode 23, on est au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, et le bouffon vert est de retour, les amis. Oh là là. Hein, ça fait du bien de dire ça. Ah, quel plaisir. Et quel plaisir. Le bouffon vert est de retour, il veut s'en prendre au parrain de la pègre locale pour en devenir le chef. Un autre personnage est de retour, Foswell, celui qu'on appelait le grand homme, qui est sorti de prison, il a été rembauché par Jameson, et lui, le boulot de Foswell, c'est de travailler en fait en couverture et d'essayer de donner des tuyaux sur la pègre. Inquiétude de Peter Parker, de Spider-Man, qui se dit mince, j'ai Foswell dans les pattes, est-ce que ce serait pas lui finalement le bouffon vert, etc., etc. En fait, là, on est sur un... non, c'est pas là l'épisode double. Non, c'est plus tard. Là, on est encore sur une histoire en un. Et oui. C'est une introduction à l'arc qui ira un peu plus loin. Voilà. Donc, ça va donner, j'allais dire un truc assez classique, mais voilà, bagarre entre le bouffon vert, Spider-Man, l'inquiétude de savoir si Foswell est le bouffon vert, qui est le bouffon vert, continue à s'épaissir un petit peu plus. On continue à travailler, à travailler sur cette possibilité. On ne sait toujours pas qui est le bouffon vert. Et voilà, évidemment, le bouffon vert ne réussira pas à prendre le contrôle de la pègre locale. Il va prendre une grosse raclée pour le plaisir des grands et des petits. Voilà. Je sais pas si tu avais dit... Il s'associe notamment à un certain Lucky Lobo, justement, dans cet épisode, qui est justement le... c'est justement parce qu'en fait, nous, on connaît, je pense, la plupart tous le caïd le plus connu de New York, hein, justement, je viens de le dire, le caïd, Wilson Fisk, et avant l'arrivée de Fisk donc en 1967, Stan Lee et Steve Ditko, enfin Stan Lee et même d'autres que Steve Ditko, parce que ça touche tout l'univers urbain de Marvel, mais ils ont fait défiler comme ça plusieurs portraits de chefs de crime, en fait, organisés, qui n'étaient pas justement des plus saisissants, en fait. Et c'est d'où le fait que tu t'en souviennes pas, c'est parce que c'est des espèces de sous-caïds, sans le talent et l'intelligence que pouvait avoir l'écriture de ce personnage-là. Et au final, voilà, ils s'enchaînent tous les uns derrière les autres, et t'as pas de vraie consistance pour ces personnages, hormis d'être des fusibles pour que justement le bouffon puisse tirer son épingle du jeu.
Il n'y a pas de volonté de la part de Lee et Ditko d'essayer de faire des caïds de la pègre de l'époque des gens de premier plan. C'est ça, Voilà, exactement. pas du tout, quoi. Pas du tout. Et sinon, qu'est-ce que j'avais noté? Ça, c'est des trucs qui vont beaucoup revenir aussi dans l'année 65. Peter Parker, qui à un moment donné, son costume est mouillé, il le fait sécher au grenier. Et tout au long de cette année-là, j'ai vraiment l'impression qu'on va s'appliquer, non pas à rabaisser Peter Parker, non pas à rabaisser Spider-Man, mais à le montrer dans des rôles, dans des situations qui ne collent pas à l'image classique qu'on pourrait avoir d'un super-héros. Et c'est l'exemple qu'on prenait tout à l'heure en off. Est-ce qu'on verrait un Batman faire sécher son costume sur les poutres de son manoir dans son grenier? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et là, on le voit. Et je trouve que c'est fait d'une manière très très intelligente et avec, je le crois, un but bien précis d'essayer de nous faire avoir une proximité avec Peter Parker. Il y a toujours ce souci de proximité avec le héros. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. Hein. C'est ça qui fait qu'au fil des années, Spider-Man est unique en son genre comme super-héros. Et s'il y a bien un héros qui comment dire, qui a besoin de son costume finalement aussi quelque part, alors pas dans le sens technique du truc, mais dans le sens où le fait de porter le costume lui donne l'impression d'être un autre personnage, bah, c'est quand même bien Spider-Man, quoi. C'est-à-dire que il y a vraiment la distinction entre Peter Parker, l'élève un peu chétif, timide, ou en tout cas qu'il faut pas trop embêter, et Spider-Man qui est le blagueur, qui va justement utiliser cet humour pour combattre des criminels et les faire perdre pied, quoi. Donc c'est très intéressant de voir que quand tu le prives de son costume, sur le côté personnalité, en fait, il va être un petit peu désarçonné, en tout cas au début, parce que c'est encore une fois un héros en début de carrière qui a ça. Et je trouve que là où c'est intelligent, c'est qu'il ne montre pas qu'il est dépendant de son costume, c'est-à-dire qu'il reste un homme à super pouvoir qui s'en sort très très bien sans, mais c'est juste que ça lui met une espèce de petite barrière où il se dit si je suis obligé d'aller combattre en tant que Peter Parker, bah finalement, bah j'aurai plus de séparation entre mes deux vies, quoi. Et c'est là que c'est bien fait, contrairement à une adaptation plus récente. Voilà, premier fion sur Tom Holland. Mais justement, je trouve qu'il aurait pu se casser la gueule, Stanley, en disant bon, bah voilà, le mec, c'est un noob, il faut à tout prix qu'il ait son costume ou son armure pour s'en sortir. Et ben non. Parce qu'il a quand même toujours sa vie sociale à côté, il a toujours ses questionnements sur qui est le chef de la pègre, Foswell est-il un mec qui joue double jeu, etc. Et ça l'empêche pas de continuer à enquêter, entre guillemets, à sa manière. Donc il n'est pas en stand-by en train d'attendre que son costume sèche pendant 20 pages, quoi. Absolument. Et voilà, après moi j'ai pas tellement d'autres trucs à rajouter sur cet épisode 24. Non, bah c'est comme tu disais, ça rentre dans l'une des parties que j'adore avec le Bouffon Vert, c'est-à-dire que le Bouffon Vert, c'est vraiment un chef du crime et c'est une espèce de mastermind en fait. Et il a toujours eu cette ambition de prendre possession justement du milieu criminel de New York avant justement l'arrivée des grosses figures qu'on connaît. Et je trouve que c'est très malin dans la mythologie qu'essaie d'établir Stan Lee et Steve Ditko, parce que du coup, on t'explique qu'il y a un passé en fait à New York. Il y a le côté justement où on est issu des années 30-40 avec l'image traditionnelle des criminels en costard, la cravate, etc., avec les petits chapeaux et tout. Et l'arrivée du caïd va tout changer justement. Et là, le Bouffon, on est à un moment où il n'y a pas ces espèces de figures, comme je disais tout à l'heure, et du coup, il tire son épingle du jeu, et c'est surtout ça qui va, comme tu disais tout à l'heure, le montrer sous un autre jour où c'est pas juste un super vilain à la Joker qui veut juste répandre le chaos pour répandre le chaos, mais qui a vraiment une ambition de sa part qui est de monter les échelons, quoi, de gravir un peu tout ça et de devenir une menace finalement à l'échelle de New York pour Spider-Man, quoi. Et ça, c'est très malin. Et ça a d'ailleurs été repris dans l'excellente série animée Spectaculaire Spider-Man, où il y a tout un arc sur le côté du Bouffon qui reprend le crime après la chute de Tombstone et d'Hammerhead. Voilà. D'accord. Et ça, tu vois, moi je le voyais pas comme ça. Je le voyais beaucoup plus ouais, un peu comme le Joker, quoi, si tu veux. Ouais. Et pas, je le voyais pas nécessairement avoir besoin de prendre le contrôle de la pègre, d'avoir des hommes de main, ce genre de choses. Je le voyais plutôt tout seul avec son pognon, ses super gadgets et son ambition de torturer d'une certaine manière Spider-Man, quoi. Et là aussi, très très belle surprise. J'adorais le Bouffon Vert déjà avant et je l'aime d'autant plus maintenant. Parce qu'en fait, ça donne un passif à cette relation de personnage. Parce qu'en fait, nous, on a le résultat
actuellement dans les adaptations, c'est-à-dire que la haine qui est presque évidente entre les deux. Mais là, on a l'origin story finalement, plus que dans les premiers épisodes où c'était encore assez coloré et tout, mais de vraiment le comment et pourquoi le bouffon en veut à Spider-Man et quels sont les moyens qu'il met à sa disposition pour lui foutre sa vie en l'air. Et je trouve que c'est, et vice-versa d'ailleurs, hein, parce que justement, c'est là qu'il commence à se rendre compte que Spider-Man est une menace pour son empire. Donc moi je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est très malin dans la manière dont c'est construit. Et peut-être petit dernier point de cet épisode que je viens de me rappeler, c'est le moment où Peter découvre une lettre qui est adressée à Betty Brandt et qui vient de Ned Leeds justement, qui était parti en voyage. Et du coup c'est les prémices de la relation entre guillemets sur le déclin finalement entre Peter Parker et Betty Brandt, quoi, avec cette espèce de jalousie et de double vie qui va commencer à poser problème davantage. Voilà. Exactement. Et on passe à l'épisode 25. Tout à fait. Épisode 25, qui est un de mes épisodes préférés, je pense, du run de Lee et Ditko, qui va mettre en scène Spider-Man dans un aspect que je trouve absolument essentiel dans sa caractérisation, c'est le héros qui doute, en fait. Qui va douter, qui doutera pendant je pense, toute la carrière qu'il aura dans les comics, même après notre mort. Hein. C'est-à-dire que le personnage est défini par ça, et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de la proximité avec le lecteur, c'est qu'on va être face à un personnage qui va avoir des gros moments de flottement dans sa vie, qui va avoir une vraie crise existentielle qui va être manifestée à travers une séance chez le psychologue. Tout bête, voilà. C'est un élément qui avait déjà été amorcé dans les intégrales précédentes, mais là, il va vraiment rencontrer un spécialiste, entre guillemets, le docteur Ludwig Reinhardt, qui va justement l'accueillir dans son cabinet par l'intermédiaire de Jameson, et du coup, il va essayer de mettre le doigt sur ce qui pose problème dans sa double vie, sur comment finalement Spider-Man peut exister en ayant des événements aussi traumatisants finalement au jour le jour, quoi. Évidemment, c'est une supercherie de l'un des plus grands super-vilains de Spider-Man, c'est Mysterio qui se cache derrière le Dr. Reinhardt, qui est un alias d'ailleurs qui va réutiliser à de nombreuses reprises dans l'histoire des comics. Et son but, c'était tout simplement d'essayer de l'amener à balancer le morceau, quoi, à dire qu'il était tous ces sombres secrets justement pour pouvoir s'emparer de sa vie quelque part, quoi. Et heureusement, finalement, c'est aussi grâce à Flash Thompson et à Jameson que Peter va s'en tirer in extremis. Donc c'est deux plus grandes némésis qui vont lui venir en aide, finalement, c'est pas rien. Et c'est absolument bluffant de mise en page et de narration, puisque tu as Peter qui va complètement péter les plombs, il va avoir des hallucinations de ses super vilains, il va se retrouver dans une pièce où tout va être à l'envers, évidemment Mysterio qui est derrière avec les moyens qu'on connaît, et c'est vraiment pour moi une petite masterclass, voilà, en 20 pages. Tout à fait. Et ouais, non, moi j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé cet épisode-là. Et non, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus une fois que tu as dit ça? Non, moi ça m'a... Voilà, c'est bien, allez, on peut enchaîner. Non, si, le truc que j'ai bien aimé, en fait, si tu veux, c'est là, hein, c'est bien, on en a l'épisode 24, voilà, c'est ça. Ouais. Où on a J. Jonah Jameson qui va vraiment lancer une campagne de propagande anti-Spider-Man dans ses journaux et en faisant aussi des témoignages. Mais il va manipuler en fait les témoignages pour les orienter de la manière dont lui il a envie en fait de les utiliser, hein, ni plus ni moins. Et je trouvais que c'était un point de vue intéressant sur voilà, la manipulation des foules par un média peu scrupuleux et de premier plan. Voilà, on sait tout ce que ça peut... Attention, ça dénonce, on sait tout ce que ça peut exister. Enfin voilà, l'info, tu peux l'orienter, tu peux la travailler. Voilà, c'est pas... c'est malheureusement extrêmement connu comme procédé. Et je trouvais ça relativement intéressant d'avoir ce petit focus-là. Et un autre truc que j'ai remarqué, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai quand même pas mal vérifié avant de le dire, mais je crois que c'est dans cet épisode qu'on voit au 3e plan le premier personnage, c'est un passant, hein, clairement, le premier personnage qui est noir. Jusque-là, je m'en remets à toi, parce que moi j'ai pas forcément fait attention, mais... va falloir me faire confiance, les gars, va falloir me faire confiance.
Non, mais c'est un truc, en fait, idiot que je regardais depuis le début. Je regardais tous les personnages. Ok, il y a des femmes. Ok, tu vois, c'est tout que des blancs, que des blancs, que des blancs, que des blancs. Et je disais, à un moment ou à un autre, tu sais, ça va bien finir par arriver et ça doit coïncider forcément avec une période de l'histoire des États-Unis. Et mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est dans cet épisode-là. Mais c'est vraiment au troisième plan. Hein. C'est-à-dire que ça commence à venir vraiment voilà, hein, c'est un mec au fond de la rue qui passe, ok, c'est un black, quoi. Mais on n'en a pas vu jusque là. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai que le premier personnage de premier plan entre guillemets de Spider-Man, le premier personnage noir, je pense qu'on l'aura pas de mémoire tout de suite. Il me semble que c'est le fils de Robbie, ou c'est même Robbie tout court d'ailleurs, qui apparaît dans les années 60 aussi, si je dis pas de bêtises. Et le premier super vilain, c'est le Rôdeur. Donc en 69, si je dis pas de bêtises là aussi. Donc c'est vrai que c'est quelque part, comme tu dis, les premières incursions un peu de la vie sociale réaliste dans les comics de l'époque qui, en effet, se voulaient jusqu'à présent très, comment dire, très bien pensant, dans le sens où, forcément, au vu de ce qu'on connaît de l'actualité de l'époque et de l'image qu'avaient les personnes de couleur noire à l'époque, c'est sûr que c'était assez inédit voilà, de voir ça dans des numéros grand public. Donc je n'avais pas en effet fait attention, ce qui prouve encore une fois qu'on est tellement calibré peut-être par rapport à ce qu'on pense que c'est le genre de choses qui peuvent nous échapper. Et en effet, c'est quelque chose que je mettrai plus d'attention maintenant quand je lirai les prochains épisodes, pour voir vraiment comment ça s'est ajusté, quoi. Et ça, j'y reviendrai peut-être après, mais je trouve que on est vraiment sur une époque extrêmement troublée. Je le dirai après, ça. Je le dirai après, parce qu'il y Oui, a par rapport à... ça va continuer à monter en puissance, et je trouve que la technique, le moyen utilisé par Lee Ditko pour commencer à mettre des noirs un petit peu à la fois, on va dire dans l'histoire, dans l'univers, c'est fait très intelligemment. C'est pas comme un connard avec un pied de biche, tu vois. Ça le fait intelligemment, ça le fait petit à petit, voilà, et ça les installe d'une manière très naturelle. C'est naturel, c'est pas la question, tu vois. Mais si on se remet dans le contexte de l'époque, c'était pas forcément évident de faire ça. Et c'était un sacré parti pris. Il fallait quand même avoir du courage aussi de le faire. Voilà, parce que je pense qu'il y avait une bonne partie du lectorat qui devait pas être vraiment d'accord avec ça. Et il fallait avoir le courage de s'opposer à ça. Très, très intéressant. Voilà. Ensuite, on passe à l'épisode 25. Là, je ne sais plus à quel mois on est parce que je ne l'ai pas noté, mais peut-être un truc comme ça, on s'en fout. Oui. Ouais, globalement. Non, mais je trouvais que c'était intéressant de voir avec les saisons. Par contre, le numéro est important. 25e épisode d'une série, surtout pour l'époque, ouais, c'est quand même une espèce de réussite. C'est toi qui fais le pitch ou c'est moi? Non, c'est toi. C'est moi. Donc on a un inventeur qui vient proposer à Jameson un robot anti-araignée télécommandé pour essayer d'attraper Spider-Man, le démasquer, voilà. Et le truc que je trouve intelligent, c'est que là, du coup, on va avoir un Peter Parker qui est, comme d'habitude, un petit peu, mais vraiment en galère de pognon, et qui va pousser Jameson à accepter d'utiliser ce robot, à accepter de combattre Peter Parker Spider-Man avec ce robot, pour que lui puisse prendre des photos et les vendre à Jameson pour du pognon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un héros, ok, mais il faut bien qu'il mange à la fin du mois. Et donc, voilà. Là, pour le coup, il a des préoccupations extrêmement, une fois de plus, extrêmement terre à terre. Il faut bien gagner sa vie, il faut bien remplir le frigo. Et il ne va pas hésiter à pousser Jameson à utiliser ce robot, quitte à mettre peut-être en danger, tu vois, la population, mais pour essayer de gagner un petit peu de pognon. On a la relation entre Parker, Liz, Betty, Flash qui monte encore et toujours un petit peu plus dans les tours. Flash est de plus en plus bien décidé à casser la gueule à Peter Parker. Voilà. Et l'autre truc que j'ai trouvé intéressant en fait dans cet épisode, évidemment, il va y avoir une bagarre entre Peter Parker, entre Spider-Man et le robot. Et Peter Parker, pour s'en sortir, il va devoir laisser son costume en fait au robot. Et Peter Parker va se retrouver sans costume, et son deuxième costume va être retrouvé
par Tante May. Et là, on est toujours dans un délire de costume. On sent bien que Lee et Ditko, ils ont trouvé un truc avec ce costume et qu'ils ont l'intention de l'utiliser un petit peu à toutes les sauces, tu vois. Et là, voilà, là, du coup, Peter Parker, il a plus de costume. Il se retrouve, voilà, il a plus son identité de Spider-Man. Donc, pareil, un numéro vraiment intéressant. Je vais te laisser revenir sur l'apparition du personnage mystère et je voulais juste revenir sur 2 points. Le design du robot qui, une fois de plus, est très extrêmement marqué par son époque, qui est kitsch à souhait, mais que j'aime beaucoup. Et une fois de plus, tu vois encore Jameson qui s'implique encore un petit peu plus personnellement pour essayer de démonter Speedy. Et ça devient bien craignos quand même là. Ouais, méga craignos là. Voilà, c'est exactement ça. Là, il est vraiment craignos. Là, on n'est plus du tout sur oh, il est drôle, Jameson, il est tout le temps en train de gueuler, il n'aime pas Spider-Man. Non, il est bien starbé quand même. Moi, j'aimerais bien avoir une adaptation de l'anti-araignée dans un projet live action pour voir un peu comment il l'envisagerait actuellement. Même si c'est un concept très kitschoun hein, quand même, le côté je crée un robot qui en plus peut capter l'essence araignée en fait de Spider-Man. Il y a un côté voilà très Silver Age, mais j'aimerais bien voir ce qu'il pourrait faire. Alors il y a des designs qui sont beaucoup plus récents sur le super vilain de l'anti-araignée. Hein. Ce sera fait avec le fils donc de Spencer Smythe, donc Alistair Smythe notamment, qui va créer une espèce d'armure géante anti-araignée qu'on reverra sous la plume de Mark Bagley dans les années 90. Donc il y a eu quand même des essais. C'est tout. Non mais parce que je les ai lus il y a pas longtemps, voilà, c'est tout. Et ça a été repris dans la série animée d'ailleurs, voilà, donc dans la série de 94. Donc encore une fois, qui sont vraiment allés piocher dans les épisodes, les premiers épisodes de la carrière de Spider-Man. Et j'aime beaucoup ce personnage de Spencer Smythe, en tout cas la famille de Smythe avec ses anti-araignées, parce que c'est vraiment le côté super vilain imbattable, quoi. Parce que il peut rien faire une fois qu'il est pris dedans, c'est terminé, quoi. Il est mort. Et il faut qu'il use en fait de subterfuge pour s'en sortir. Et ça, j'aime beaucoup. Les muscles, il y a la tête. Il y a la tête, on oublie souvent, mais voilà, Spider-Man est un génie, hein, je précise. En tout cas, c'est quelqu'un de très intelligent. Et il y a la tête, il y a les muscles, mais aussi le cœur, puisque, comme tu le disais très justement, il y a un personnage qui va faire son apparition. Quelle transition énorme. Quelle transition. Et là, je le fais vraiment de tête, parce que c'est un moment marquant dans l'histoire de Spider-Man, puisque Mary Jane Watson apparaît de manière morcelée, mais elle apparaît dans l'épisode, de façon à ce qu'on ne voit pas son visage, parce que, alors je connais pas très bien le contexte, mais si jamais des gens, ou toi d'ailleurs, vous savez, peut-être que voilà, vous pouvez peut-être nous renseigner, mais je sais pas si c'était volontaire ou s'il y avait vraiment une envie de peut-être un désaccord aussi entre Lee et Ditko sur l'apparition de Mary Jane, comme ce sera le cas avec Norman Osborn. Donc je sais pas exactement ce qui ressort de ça, mais en tout cas le personnage est là après avoir été référencé et mentionné à plusieurs reprises dans les épisodes précédents, et elle termine le game, c'est-à-dire que il y a Betty et Liz qui vont chez Peter pour s'accaparer le morceau, si je puis dire, et elle tombe sur du coup Tante May qui leur ouvre la porte et qui leur propose de rentrer pour venir rencontrer la petite voisine, quoi. Et du coup, il y a une case de Ditko où tu vois les deux personnages qui sont en mode waouh, je crois que j'ai de la concurrence. Et c'est hyper. Non, hein. Ah ouais, je crois que c'est mort. Même elles le disent, bon bah voilà, hein. Ciao. Fin du game. Fin du game, terminé. Voilà. Et c'est alors, encore une fois, c'est une vision du romantisme très masculine, on va pas se mentir, qui est datée, tout ce qu'on voulait, il n'y a pas de problème. Mais ça crée une espèce de situation un peu drôle où on te fait comprendre que Betty et Liz, c'est rien comparé à ce que vous allez avoir dans les prochains épisodes, quoi. Et ça amorce le côté femme fatale de Mary Jane Watson, mais tout en laissant quelque part une espèce de part de mystère sur l'origine de ce personnage qui sera beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Et je trouve ça aussi intéressant de se dire que Mary Jane Watson est apparue avant Gwen Stacy dans l'histoire de Spider-Man, du coup. Même si historiquement, c'est pas ça. Et ouais. Moi, j'étais vraiment persuadé qu'il y avait eu Gwen Stacy, qu'elle était morte, et qu'ensuite Mary Jane Watson... Je savais qu'elle était apparue en fait à la fac. Enfin, moi, je la voyais apparaître à la fac, mais vraiment dans l'entourage de Peter. Mais je pensais pas qu'elle allait prendre le lead du cœur de Peter en fait si tôt. Je la voyais pas au premier plan si vite en fait. Surtout pas avant Gwen Stacy.
Et ce sera l'occasion d'en reparler parce qu'il y a des choses très intéressantes sur la relation de toute façon entre Peter et Mary Jane, hein, qui est un grand classique de l'histoire des comics, mais qui est vraiment pour moi qui sort des canons habituels, je trouve. Voilà. Sans mauvais jeu de mots, d'ailleurs. Ça me va très bien. Ensuite, on passe sur les épisodes 26 et 27 qui en fait forment du coup un arc pour le coup. Tout à fait. Alors je sais pas si on va détailler, si on va faire l'un après l'autre ou bien si on fait les deux, comme tu veux. On va faire les deux, hein, pour des raisons purement pratiques, je pense. Mais... Évidente de temps. Mais c'est surtout qu'ils sont très liés, quoi. Ils sont très liés, donc. Oui, c'est la suite logique, quoi. C'est vraiment. Je sais pas si c'est le. Non, c'est le deuxième ou troisième arc en 2 parties qui existe dans la série depuis le début. Oh non, il y en a eu deux. Je crois qu'il y en a eu plusieurs en 2 parties. Il y a un truc avec Doc Ock. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, Il y a eu celui-là, et puis on a peut-être eu un deuxième, mais en tout cas, c'est quand même assez rare pour être souligné, je trouve. Et on commence à avoir cet établissement du mystère sur la durée et puis des menaces aussi sur la durée. Et alors je sais plus si c'était à toi ou si c'était à moi. Je crois que c'était à moi, non? Vas-y. Non, c'était à toi. C'était à toi. Et du coup, on découvre le personnage du maître du crime qui apparaît à New York et qui a pour projet de s'emparer du milieu criminel, hein, pour changer. Et en fait, toute cette histoire va prendre racine sur les restes de l'intrigue qu'on a évoquée tout à l'heure dans l'épisode du retour du bouffon vert, puisque forcément le maître du crime n'est pas idiot. Il sait que s'il veut gravir les échelons, il faut qu'il s'associe avec un personnage qui est justement ces ressources-là. Donc il va y avoir tout un côté où dans un premier temps il va être avec le bouffon vert, puis ensuite forcément ils ont chacun leur propre agenda, comme on dirait en VO, je sais plus comment on dit ça en français, mais ils ont chacun leur propre calendrier. Et du coup ils vont vouloir un peu récupérer le lead finalement, non sans mal, puisque forcément il va y avoir une espèce de mini guerre des gangs avant l'heure finalement, entre les différents larrons du crime et Spider-Man au milieu, parce que sinon ce ne serait pas une histoire de Spider-Man tout simplement. Et ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est qu'on est vraiment on est dans une espèce d'ambiance très polar, je trouve. Alors polar avec de grosses guillemets, on n'est pas dans Batman Alone Halloween non plus, mais il y a quand même cette espèce d'effort qui est fait pour te montrer que New York, c'est pas que des super-héros en collant qui se battent au-dessus des gratte-ciel. Il y a une vraie vie en fait sous-jacente dans les rues malfamées un peu de la ville. Et tout ça va être représenté du coup encore une fois par certains membres de la pègre qui vont se faire menacer par à la fois le bouffon et à la fois le maître du crime. Jameson qui va enquêter avec l'aide de Foswell, fraîchement réhabilité, mais dont on ne sait vraiment pas encore les motivations exactes. Peter continue d'ailleurs de le soupçonner dans l'un des 2 costumes. Et avec tout ça, le côté vie au lycée qui continue, hein, parce que Peter et Flash se mettent enfin sur la tronche, avec Liz au milieu qui s'interpose parce qu'elle est amoureuse de Peter, mais aussi elle a un peu d'affect pour Flash. Et je trouve que le mélange se marie hyper bien en fait sur ces 2 épisodes, pour au final te faire monter un peu la tension en montrant un Peter Parker, un Spider-Man pris au piège qui va se faire capturer par le bouffon vert, qui va être une espèce de monnaie d'échange pour prouver aux criminels que le bouffon est un homme qui doit être respecté et qui est le juste leader de la ville de New York. Et au final, on va finir par découvrir qui était justement le maître du crime. Là où tout le monde s'attendait à ce que ce soit Foswell, hop, petit plot twist, ça ne l'est pas. C'est un criminel random qui a voulu prendre position dans le milieu new-yorkais du crime. Et Foswell se révèle être l'indique qui justement renseignait la police, Jameson et Spider-Man depuis quelques épisodes, qui s'appelle Patch, et qui a justement un patch sur l'œil comme Nick Fury. Et c'est, je trouve, l'un des premiers twists qui marche vraiment bien dans la série et qui va vraiment alimenter cette intrigue à rebondissement qui va se mettre en place et qui est très bien permise par le format du serial, hein, tout simplement, du comics à l'ancienne, de 20 pages. Donc moi, c'est un gros oui pour cet arc-là. Et si vous ne devez lire finalement que 2 épisodes dans cette intégrale, même si je ne comprendrais pas trop pourquoi, parce que si vous arrivez à lire les autres, c'est que vous avez acheté l'intégrale, donc autant tous les lire. Si vous avez mis 36 balles, les gars, vous allez lire même le sommaire, hein, on va tout lire. Et puis voilà, c'est ça, même la dédicace à la fin, tout ça. Mais en tout cas, si vous devez en lire 2 pour moi en priorité en 65, c'est peut-être... il y en a quand même d'autres, mais ceux-là sont quand même vachement intéressants. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire par rapport à ça.
Pour moi, ça, ces 2 épisodes, c'est le climax de 1965. Ouais. C'est le... Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais pour plein de raisons, parce qu'on est sur une histoire en 2 épisodes, donc tu peux être sûr et certain que Lee et Ditko sont vraiment hyper mobilisés dessus, que ce soit en termes d'histoire ou en termes de dessin. Et là, il y a plein de trucs à dire, il y a plein de trucs que j'ai envie de rajouter. Ça risque d'être un petit peu long, mais c'est pas grave. Il faut tout dire. Le premier truc donc tu le disais, il y avait donc un début de bagarre entre Flash et Peter Parker, qui est extrêmement intéressant, pas simplement parce que ils vont se mettre sur la gueule, mais c'est surtout en fait ce qui suit ce truc qui va en dire beaucoup sur les 2 personnages. C'est-à-dire que quand ils vont se mettre sur la courge, on a Peter Parker qui va se dénoncer au proviseur du lycée pour dire bon, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. Le héros jusqu'au bout. C'est ma faute, voilà, machin. Sauf que Flash l'entend. Et Flash n'est pas un enculé notoire, n'est pas un salaud définitif, puisqu'il l'entend, il sait que c'est pas vrai, il va voir le proviseur et il se dénonce à la place de Peter Parker. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Tu vois, toujours de cette manière où, même si ça fait 20 et quelques épisodes qu'on est un petit peu toujours autour de Peter Parker, Liz, Flash, et ben on pourrait avoir l'impression que ça tourne en rond, mais finalement, il y a des choses qui avancent, il y a des personnages qui se révèlent. Et là, pour le coup, ça fait partie des petits moments, des petits trucs qui font que Flash se révèle. C'est pas un salaud définitif, loin de là. Quelqu'un qui est capable de se dénoncer de cette manière-là et de prendre ses responsabilités, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est extrêmement... Ça prend le contre-pied du bully finalement qu'on avait et qu'on a d'ailleurs toujours dans certaines œuvres, parce que, comme tu dis, ça lui donne cette petite personnalité qui sera évidemment ultra importante, même encore jusqu'à aujourd'hui, dans les parutions Marvel. Ouais. Ça lui donne de la profondeur. C'est pas le... Voilà. Toujours et c'est pour ça en fait que les super-héros c'est bien, c'est parce qu'en fait ça dure dans le temps et que forcément tu rajoutes de la profondeur au personnage à travers le temps, à travers les époques. Bref, je m'égare, mais ça me semble très important. Un truc important à dire, toujours des petits soucis de costume du côté de Spidey, puisqu'on s'en rappelle, il était cul nu, voilà, il avait plus de costume, et donc il va être obligé d'acheter un costume chez un marchand de déguisement pour pouvoir aller à la castagne. Et étant donné que le costume il n'est pas aussi bien fait que l'original, il est obligé de le faire tenir avec des toiles, ce genre de choses. Donc là, on est toujours sur ce que je disais tout à l'heure, le costume, les problèmes avec le costume, on continue à explorer des pistes différentes, etc. Et c'est pareil, je trouve que c'est bien fait et que c'est vraiment, vraiment intéressant. Un autre point, pareil, mais c'est toujours pas le moment de revenir complètement en fait là-dessus, on a toujours un petit peu plus de noir en arrière-plan. Toujours. Ça commence un petit peu plus encore à s'étoffer. On l'inscrit dans l'œil du lecteur comme une situation normale. À noter, et je pense pas que ce soit un hasard, il y a un moment donné, il y a des regroupements de mafieux. Chez les mafieux, il n'y a aucun noir. C'est que des blancs. Les noirs sont systématiquement en fait soit des gens qui passent, soit des policiers, mais pas des méchants. Et ça, c'est pareil, tu vois, je trouve ça super intéressant, de la manière dont on a envie de les inclure petit à petit dans les publications. On veut pas leur donner le mauvais rôle, parce que évidemment, c'est ce que tout le monde, c'est ce que trop de gens pensent à cette époque-là. Donc du coup, hop, contre-pied, on les inclut, mais on les inclut de la bonne manière. Très intelligent, très intelligent. L'inclusion, c'est super bien, mais il faut que ce soit fait intelligemment, même en 2022. Petit message personnel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ditko, là, mon pote, il a retroussé les manches. Il a envoyé vraiment du lourd, des poses iconiques de Spider-Man, mais en veux-tu, en voilà. Et comme tu le disais tout à l'heure si bien, le lieu des combats est très important, à la fois dans l'immersion de l'histoire et à la fois pour varier un petit peu les plaisirs. Et là, on va vraiment avoir deux zones de bataille. On va avoir les docks, le port, avec vraiment, tu vois, les docks à l'ancienne, les pontons en bois, les espèces de cabanons avec les tôles métalliques, extrêmement... des docks, quoi, l'image qu'on peut avoir des docks dans les années 50-60, et aussi un petit peu dans les égouts. C'est-à-dire que Spider-Man, c'est pas simplement le mec qui se balance entre deux gratte-ciel. Il va aussi aller au charbon là-dedans.
Un autre truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que la police, en 1965, dans les publications, a toujours un rôle prépondérant. Et Spider-Man ne remplace pas la police, Spider-Man va la compléter. En fait, ils vont vraiment essayer de travailler un petit peu, pas de concert, mais en fait, ils se complètent vraiment l'un l'autre. Il y a le travail de la police qui est très important pour Spider-Man, et Spider-Man aide vraiment la police. Alors que, bon, dans les publications de ces 30 dernières années, 20 dernières années, je saurais pas vous dire, vraiment, la police, je trouve qu'elle sert à que dalle, quoi, tu vois. Alors que là, pas du tout. Pas du tout. Je trouve que c'est vraiment... Il y a eu une multiplication des super-héros à New York depuis, et que et puis on va pas se mentir, il y a un côté, je pense, assez touchy, dans le sens où quel rôle tu donnes à ta police aujourd'hui dans un comics américain, en sachant tout le background qu'il y a en ce moment depuis quelques années maintenant sur les scandales et les affaires justement qui impliquent certains policiers. Je pense que Marvel a fait le choix à la fois de ne pas les idéaliser et en même temps de ne pas les détruire non plus, parce que ça fait quand même partie de l'histoire américaine. Donc je pense qu'à mon avis, il les ignore, ce qui n'était pas le cas à l'époque, comme tu dis, où il prenait vraiment position. Et voilà, et évidemment, avec ces 2 épisodes, on continue à vouloir ancrer le bouffon vert, à vouloir ancrer mais qui est le bouffon vert? On ne sait toujours pas qui se cache derrière ce putain de masque. Ça devient étouffant, tellement c'est long, tu vois. On est vraiment sur une construction à long terme, et il y a vraiment la volonté de Lee et Ditko, tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment ce qui transpire, de placer le bouffon vert en ennemi juré de Spider-Man. Bah, c'est clairement avec ces épisodes-là que ça va se faire. Ça, c'est certain. C'est définitif. Parce qu'ils ont beaucoup plus d'interactions que sur leurs précédentes rencontres. Et il y a un côté où vraiment Peter apparaît toujours au mauvais endroit, au mauvais moment pour le bouffon. Et il y a 2-3 fois, il aurait pu le démasquer, mais il l'a pas fait. Enfin, il n'a pas réussi à le faire parce que Peter avait justement collé son masque à son costume, vu que c'était un costume, comme tu l'as dit, de farce et attrape. Donc il y a quelque part des espèces de petites idées qui sont intéressantes pour éviter que l'un ne découvre l'identité de l'autre. Et il y a le côté surtout menace planante, sans mauvais jeu de mots, puisque le bouffon reste sur le premier plan, au premier plan de l'histoire, mais il est quand même, on sent qu'il tire certaines ficelles, tu vois, et c'est vraiment avec ces épisodes-là que tu vas t'en rendre compte, quoi. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas à la fin de l'épisode il lui dit bon, là ça y est, c'est bon, non, c'est peut-être dans l'épisode d'avant, peut-être. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un mec qui ressemble beaucoup à Norman Osborn dans l'épisode. Je sais pas si tu avais vu. Ah, j'ai pas fait gaffe. À la toute fin de l'épisode en question. Bah, d'ailleurs, si c'était sans le 26 ou le 27 le 27, la deuxième partie. À la toute fin À la toute fin, en fait, une page avant. Et t'as l'espèce de conciliabule, tu sais, de Jameson avec les hommes d'affaires de New York. Eh oui, putain, ouais. Il y a un mec qui a des raies, là, comme ça, avec la petite calvasse, comme moi. Et du coup, tu sais que ça va être repris partout. On est dans un milieu de chiens. Ils vont jamais te lâcher. Laissez-le tranquille avec ça. C'est pas vrai. Ils n'ont rien fait. Pour l'instant, ils n'ont rien fait. Et du coup, le mec ressemble vachement à Norman Osborn. Alors, il y a eu un contexte, on y reviendra en 66, parce que ce sera l'année de Osborn, hein, clairement. Mais il y a eu un contexte compliqué, et je ne serais pas surpris qu'ils aient déjà disséminé ces petites graines-là, en fait. Et avec ce mec qui ressemble énormément à Norman Osborn, je ne sais pas si tu arriveras à caler une image au montage à ce moment-là. Non. Mais voilà. Donc, alors, ça, c'est dit. Techniquement, c'est faisable. En termes de temps, c'est mort. Le mec qui est juste ici, en fait. Voilà. Et je vais rapprocher un peu. Hop. Voilà, c'est le mec qui est là. Et qui fait partie en arrière-plan. Avec un homme noir. Et qui fait partie justement de l'espèce de conciliabule des grands magnats de New York, en fait, mais des hommes d'affaires, quoi. Donc voilà, je me dis, en plus, c'est un mec qui pose beaucoup de questions sur du coup, qui est vraiment le bouffon vert, qui est le maître du crime, comment est-ce que Jameson, vous savez que ça se passe comme ça, machin. Donc je me dis, peut-être qu'il a, et ça, je l'avais pas vu à la première lecture, tu vois, peut-être qu'il a réussi à caler quelques indices. Voilà, c'est juste ça. Tu l'avais pas vu à la première lecture? Tu me déçois tellement. Allez, c'est une bonne idée. La première lecture, je l'ai repéré. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu m'as dit le contraire il y a 2 minutes, donc... Merde, en le disant, je me suis rendu compte que je disais de la merde. Merde. Mais ouais, putain, magnifique ces 2 épisodes. Vraiment magnifique, quoi. Mais quelle classe.
Et bah, tu vois, mais à chaque page, on pourrait s'arrêter pour dire des trucs. La dernière page de l'épisode 27, quand tu vois donc le bouffon vert, Norman Osborn, sans son la gueule dans l'ombre, qui parle de nouveau à son masque, qui le brandit à un moment donné, tu vois. Oh là 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 là, putain. Franchement, le fait qu'un scénariste de cinéma passe par là, qui réalise. Bah, c'est très simple, hein. Ce plan-là, alors désolé pour ceux qui écoutent voilà, mais ce plan-là que tu évoquais, Sam Raimi l'a repris. Sam Raimi l'a repris dans Spider-Man 2 quand Harry va dans le repère du bouffon et qu'il voit le masque. Bah, ça, je crois qu'on l'avait déjà dit. Mais là, c'est encore plus fort parce qu'il est vraiment au premier plan de la case avec Norman qui est en fond dans l'ombre. Et c'est brillant. C'est des petits détails, mais c'est brillant, je trouve. C'est là où tu te dis, certainement, tu vois, avec le recul, la première fois, il a dû le faire, mais sans trop appuyer. Peut-être qu'on lui a dit, des lecteurs ou des gens du staff ont dû lui dire, putain, c'était vachement bien. Et il se dit, tiens, je vais le réutiliser, je vais l'accentuer cette fois. Je sais pas, peut-être que je me fais des idées, mais putain, moi, c'est vraiment ça qui m'étonne avec Ditko, c'est le nombre de bonnes idées qu'il peut avoir mais à la page, quoi. C'est un truc de malade. Le mec est chaud, quoi. Et pourquoi je m'étais mis à vouloir noter les mois. Est-ce que c'est un hasard ou pas, je sais pas, mais ce double épisode 26-27, ça sort juillet-août. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est des choses auxquelles il faisait attention? Je pense, sincèrement. Forcément, peut-être. Parce que juillet-août, tu te dis que les gamins, ils ont peut-être plus de temps ou que c'est le moment, tu vois, de mettre le paquet. Et c'est pas complètement con. Quand tu vois le mois de septembre, ou le mois de septembre, donc avec l'épisode 28, où c'est la rentrée, et on va faire la rentrée avec un nouveau personnage. C'est ça. Avec un nouveau vilain. Et alors, on retrouve l'inventeur de la machine anti-araignée, chez qui Peter va récupérer le costume qu'il avait laissé initialement, parce qu'on est toujours sur un Peter Parker qui galère avec les habits, grosso modo. Une bagarre va éclater entre l'inventeur et son associé au sujet d'un métal liquide, accident, et paf, ça fait des chocs à pic, ça fait surtout un nouveau personnage, ça fait la création de l'Homme-Lave. Molten Man. J'avais pas noté le nom, mais je te crois, sur parole. Non, mais en français c'est l'Homme-Lave, mais en VO c'est Molten Man, du coup. Et tu connaissais celui-là ? Alors, je sais pas si c'est lui. Mais en fait, si tu veux, dans les années 90, dans les Spectacular Spider-Man que je lisais dans les Nova, il y avait à un moment donné, moi j'ai pas le début, en fait, enfin j'ai pas le début, je l'ai pas en mémoire en fait à ce point-là, mais je sais que dans l'entourage de Harry Osborn, de Peter Parker, il y avait un mec en métal doré. C'était dessiné par Sal Buscema ? Ouais, c'est lui. Et c'est lui ? Voilà. Ouais. Alors, je vais pas trop en dire parce que je sais que tu veux pas être spoilé de certains détails. C'est ce qui m'a choqué, c'est ce que je te disais en fait, juste rapidement avant de te relaisser la parole, mais c'est un personnage dont on n'a pas le background personnel, familial, et du coup, je ne vais pas trop en dire, mais normalement, il est lié à un certain personnage qu'on a déjà vu dans les épisodes, et du coup, c'est une relation qui a été très utilisée dans les années 90, comme tu l'as dit, et même au-delà, dans les années 2000 aussi. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui a été rajouté de manière rétroactive, en fait. Voilà. Parce que je pense pas qu'ils y aient pensé dès le départ, ou alors on verra, parce que c'était une apparition de Molten Man dont je me souviens pas en 66 ou en 67, et c'est à ce moment-là qu'ils y font référence. Mais du coup, c'est un personnage pour l'instant qui est random. Voilà. Ouais. Et vas-y, continue, je t'en prie. C'est le méchant, c'est le méchant de la rentrée de septembre, quoi. Évidemment, il va y avoir un combat entre Spider-Man et l'Homme-Lave. L'Homme-Lave, évidemment, se fait finalement neutraliser. Mais c'est pas tellement ça, en fait, qui est intéressant dans cet épisode. En fait, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est qu'il y a d'autres événements qui sont vraiment importants et qui sont vraiment intéressants. Juste pour revenir sur la création de personnages et la temporalité, on se rend compte que la dernière création de personnages, c'était janvier, le Scorpion, début d'année. Et que là, paf, septembre, création d'un nouveau personnage avec l'Homme-Lave. Est-ce qu'à un moment donné, après la folie de 1964, avec une création par épisode quasiment, est-ce qu'à un moment donné, ils se sont dit, on va limiter un peu le truc, on va essayer de durer un peu dans le temps? C'est pas impossible. Ouais, clairement. C'est pas impossible. Je pense que derrière, il y a une gamberge éditoriale. Peut-être que je me trompe, mais il va falloir me prouver le contraire dans les commentaires, braves gens.
En tout cas, pour l'instant, j'en suis convaincu. Et c'est totalement gratuit parce que j'ai aucune preuve. Hein. mais bon, on est là pour Mais non, mais discuter. Quoi, après. ce serait pas déconnant parce que le fait de trop s'éparpiller, ça, je pense pas que c'était forcément une bonne chose non plus pour ce type de magazine qui sortait à l'époque parce que il fallait pas non plus trop perturber les lecteurs qui étaient quand même plutôt jeunes et qui n'avaient pas forcément envie d'avoir des histoires sur 40 000 personnages qui gravitaient autour de Spider-Man. Donc je serais pas étonné qu'il y ait eu peut-être des consignes, même de leur propre chef, qui se soit dit que ouais, finalement, on a quand même pas mal de persos, que ce soit civils ou costumés, dans les entourages, et peut-être pas besoin d'en mettre beaucoup trop pour l'instant. Déjà bien développé, faire vivre. Voilà, c'est ça. Et c'est clairement l'idée de 1965. De la création, mais un petit peu moins. Et puis on va quand même monter en épaisseur, monter en intensité, faire progresser les personnages, Flash, Liz, Peter Parker lui-même, puisque dans cet épisode, Peter Parker va avoir une énorme évolution, puisqu'il a son diplôme, il quitte le lycée, et il va pouvoir ensuite rentrer à la fac. Mais ça, du coup, je te laisserai beaucoup plus revenir là-dessus. Le truc que je voulais dire, et c'est là en fait où j'avais envie d'appuyer, on est dans cet épisode avec la remise des diplômes, classique à l'américaine, et on voit aussi encore une fois de nombreux étudiants noirs qui sont présents. Et c'est là où j'avais envie, en fait, si tu veux, d'appuyer un peu sur le contexte historique, parce qu'on est en septembre 1965. Aux États-Unis, en 1957, il y a eu les événements de Little Rock. En 1962, il y a eu James Meredith, le premier étudiant noir qui a été admis dans une faculté, donc avec la merde que ça a été derrière. Hein. Il y a eu, si je te dis pas de bêtises, je crois que c'est pour Little Rock, l'armée qui avait dû s'interposer pour que les étudiants noirs puissent rentrer. Enfin voilà, quoi. C'est on est sur un contexte historique pour les droits des Noirs aux États-Unis qui est hyper important et qui vraiment cristallise énormément de colère, de haine. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment extrêmement problématique. Et en 1964, l'année d'avant, Martin Luther King a eu le prix Nobel de la paix. On est dans ce cadre historique-là. Et je trouve ça super intéressant, en fait, de le souligner et de dire, de rappeler que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les comics et les auteurs, les artistes sont forcément aussi, pas que cela, mais aussi cela, le produit de ce qui les entoure, de leur environnement, de l'histoire de leur pays, des problèmes de leur époque. Voilà. Et là où je trouve en fait intelligent, c'est parce que, évidemment, que les artistes doivent s'en saisir. C'est ce qu'on attend d'un artiste. Se saisir des problèmes d'actualité pour pouvoir se les approprier et en faire quelque chose, et si possible avoir une pensée qui ne soit pas réactionnaire, mais sans vouloir employer des termes péjoratifs, mais une pensée qui va essayer de te faire aller un petit peu plus de l'avant. Et je trouve qu'on est vraiment là-dedans. Mais après, il y a des manières de faire. Et je trouve que la manière de faire de Lee et Ditko sur cette année 1965 est très intelligente. C'est ce que je disais tout à l'heure. On y va doucement, on a le temps, on y va mois après mois, hop, et en fait, au final, j'ose espérer que ça se mettait devant les yeux des lecteurs de l'époque un petit peu comme une situation normale. Il y en a bien qui ont dû grincer des dents, j'en doute pas, c'est obligé. Heureusement qu'il n'y avait pas Twitter en 65, mais je trouve que c'est fait intelligemment. Et c'est pas forcément fait aussi intelligemment à l'heure actuelle. Avec un peu de patience, un peu de pudeur, un peu de... Enfin, je sais pas, tu vois. Moi, je crois beaucoup en fait à l'effet du temps. Le temps adoucit les choses et voilà. Et des fois, je pense que c'est important de savoir mettre un coup d'arrêt, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et puis de temps en temps, il faut le temps fait le reste. C'est un avis tout à fait personnel. Épisode génial. Et donc, il quitte le lycée, Peter. Ouais. Quitte le lycée et on verra un petit peu après, mais du coup, il va être évidemment, il va pas rester sans rien. Et il quitte le lycée au bout de 30 numéros, à peu près, quelque chose comme ça. Et 30 numéros, voilà, une petite trentaine. Et donc, il aura finalement fait ses classes de lycée, 30 numéros sur 900 actuellement, je ne sais pas combien on en est. C'est dire à quel point la période lycée n'était pas non plus la période la plus déterminante. Elle a été là pour
pour forger le personnage tel qu'on le connaît. Et c'est pas là qu'il a vécu ses aventures les plus marquantes. Hein. La preuve, il y en a eu, voilà, il y a eu plus de 850 derrière qui ont été davantage marquantes pour certaines, davantage formatrices aussi sur certains aspects. Et c'est ce que j'ai envie de rappeler aussi, c'est que voilà, Peter Parker au lycée, c'est une petite partie de son historique, une partie qui n'est pas négligeable, mais qui reste infime sur toute la carrière du personnage. Ce qui me fait dire aussi que parfois, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'y consacrer une trilogie entière au cinéma, par exemple. Un simple film aurait pu suffire, ce qu'avait très bien fait Sam Raimi, et donc pour le premier, d'ailleurs la moitié du premier film, d'ailleurs, il ne perdait pas trop de temps avec cette période-là, et Mark Webb y avait consacré un film entier, ce que je trouvais plutôt pas mal. Donc voilà, c'est dire à quel point le personnage a aussi d'autres choses à proposer, et c'est pas l'éternel gamin tel qu'on pourrait justement se l'imaginer. Pour Marvel, ça l'est, parce que c'est quelque part un format qui vaut mieux ne pas changer pour ne pas perdre évidemment l'intérêt du personnage. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est bien aussi de le faire grandir un petit peu, de montrer que le personnage a un semblant d'évolution dans sa vie de tous les jours, pour que la frange de lecteurs de base se sente pas non plus flouée. Tu peux faire ça sans trahir le personnage du tout. Hein. Tu peux faire ça de manière très intelligente, comme c'est fait ici. Voilà. Il y a toujours le côté super vilain de la semaine, enfin du mois en l'occurrence, et du coup, tu as aussi un petit peu d'avancée sur la vie personnelle du héros. Quoi. Et Jameson, à la fin, qui me fait beaucoup rire, qui lui propose un taf en mode sauveur de l'humanité, parce qu'il représente, comme tu disais tout à l'heure, les médias. Hein, donc, c'est les médias à l'ancienne, enfin, l'ancienne, peut-être pas tant que ça finalement, mais le côté salvateur du média qui va aider la jeunesse désabusée. Et évidemment, Peter n'est pas dupe, hein, il connaît Jameson, il sait très bien quel est son numéro, et d'ailleurs il lui dit sale faux cul, il peut pas me saquer, on le sait tous les deux de toute façon. C'est la traduction de Geneviève Coulon, mais bon. Voilà, on voit Jameson qui se pose un peu en héros de la jeunesse, donc ça me fait beaucoup rire. Et évidemment, une page qui se tourne aussi pour Liz Allen, qui va définitivement laisser Peter de côté. Je crois pas qu'on reverra cette relation amoureuse entre guillemets dans les futurs numéros. Alors, ce sera là à nouveau, ça c'est sûr, parce qu'elle aura un rôle très important dans certaines histoires. Mais il me semble que tout le côté romantique qu'il y avait entre les deux va s'estomper à ce moment-là, justement. Et Flash est évidemment aussi admis avec les honneurs. Enfin, en tout cas, il quitte avec les honneurs le lycée. Et on sent que le personnage, au vu du développement qu'il a eu, justement, comme tu disais tout à l'heure, il va rester dans les parages parce que ça va continuer à avoir une émulsion entre les deux. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et après, sinon, oui, Molten Man est assez anecdotique pour l'instant, mais parce qu'il aura, de mémoire, je le sais, mais il aura une importance plus importante sur la suite. Voilà. Je suis très français. Mais... Et visuellement, c'est très beau. Le combat, il y a des jeux, j'aime beaucoup les jeux de lumière. Exactement. De Ditko. Des jeux des aplats de noir, en fait, parce que l'essentiel de l'histoire aussi se passe. La fin du combat se passe dans un sous-sol, du coup, vu que c'est un homme doré. C'est très intéressant de créer cette espèce de décalage. J'aime beaucoup. Et voilà, chose que j'aime tout particulièrement et à laquelle j'attache beaucoup d'importance, le temps n'est pas figé, quoi. Voilà. Ouais. Le temps n'est pas figé, il grandit, il vieillit. Voilà, on a commencé à 62, on est en 65, et ben il a fini le lycée, et voilà. Le temps n'est pas encore figé chez Marvel à cette époque-là. Et mon Dieu que c'est bien quand le temps n'est pas figé. Du moins, il n'est pas ralenti, déjà. Oui, enfin là, il est là, enfin c'est là non, là il est figé depuis Straczynski. Ouais. Depuis One More Day, pour Spider-Man. Ouais. On a un gros pause et je pense pas qu'on y reviendra un jour dessus. Hein. À mon avis. D'où l'importance de relire ces récits-là, justement, et de découvrir la genèse de ce personnage qui ne sera jamais aussi adulte, enfin jeune adulte entre guillemets, que pendant cette période-là. Ah ben moi c'est le fait. Qu'est-ce qui me pousse aussi vers ces intégrales-là, hormis notre amitié sincère et l'amour que j'ai pour toi, beau petit lapin. Voilà, ça fait des années que je ne lis pas du Spider-Man qui soit satisfaisant pour moi, parce que il n'y a pas moi dans les années 90, Spider-Man allait être papa.
Et donc, si tu veux, en 2020, bon, ben voilà, il l'est toujours pas. Donc, bon, ça fait quand même des grossesses de 20 ans. Ça fait beaucoup. Donc, moi, si tu Oh, veux, t'as eu une fausse ça me plaît couche, pas. arrête. Oh. Ça me plaît pas. Ça m'embête énormément. Et donc, ça me plaît, en fait, de revenir, voilà, aux origines. Par contre, il faut l'indiquer, on n'a pas la même édition. Et je crois que toi, l'annual n'était pas placé, l'annual dont on va parler maintenant n'était pas placé de la même manière entre toi et moi. Alors, j'ai vérifié si en fait c'était bon. C'est juste moi qui n'avais pas compris tout à l'heure ce que tu disais. Tu me déçois. Alors, ça fait 2 partout. Attention, balle de match. On arrive presque à la fin de l'émission. Balle au centre. Et c'est toi qui vas nous parler de cet annual. Et ça me va bien. J'ai hâte. L'annual numéro 2, 1965. Après un premier annual absolument exceptionnel, je vous invite à revoir le passage en question dans la première vidéo. On prend rendez-vous tous les ans pour avoir une petite histoire bonus de Spider-Man. Ça va commencer tranquillement à faire son bonhomme de chemin. Et en général, pour ce genre d'histoire, on va dire dans l'annual, tel que le milieu des comics le conçoit, le comics mainstream, c'est toujours l'instant crossover en fait. Voilà. Le moment pour deux franchises de se rencontrer et justement faire un peu de promo au catalogue Marvel. Ici, Spider-Man fait équipe avec Doctor Strange. Strange qui est évidemment une création très importante aussi pour Steve Ditko. Je crois que c'est sa deuxième co-création de toute façon chez Marvel, la plus connue. Du coup, forcément, quelque part, c'est une espèce d'enjeu personnel pour lui de faire briller ces deux créations le temps d'un numéro de 40 pages. Et Peter va se retrouver au milieu d'une espèce de guerre mystique entre Strange et un personnage qui s'appelle Xandu, qui est une espèce de sorcier maléfique dans la plus pure tradition de ce qu'on pouvait voir justement à l'époque. Et moi, je ne suis pas un gros adepte de Doctor Strange, je l'avoue. Je n'ai pas lu les épisodes de Ditko sur cette série, donc je ne me prononcerai pas sur le respect qu'il y a ou pas, même si je pense que oui, sur la transposition de cet univers-là. Tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire qui est finalement assez plaisante à lire. On a une vraie utilisation du lore de Strange, ce côté voyage dans l'univers mystique des différentes dimensions qui est très bien représenté, avec quelques planches un peu psychédéliques dans l'idée que j'apprécie plutôt bien. Il y a malgré tout quelques travers de scénario qui sont à noter. Xandu qui va devoir utiliser des espèces d'hommes de main, des grosses brutes pour faire son sale travail, alors que il y a peut-être d'autres moyens de le faire, tu vois, pour créer une espèce d'intensité qui est somme toute la bienvenue, c'est sûr. Et forcément, un côté où Spider-Man va se retrouver dans cette histoire un peu malgré lui, que finalement ça aurait pu être une histoire juste de Doctor Strange, mais bon, on comprend l'apport de mettre ton égérie dans un numéro de la sorte, et du coup ça fait évidemment de la promotion pour le personnage dans sa série à lui, quoi. Donc c'est plutôt cool parce que aussi ça commence à créer le lien qu'il va y avoir entre différents super-héros. On avait vu les 4 Fantastiques jusqu'à présent pour Spider-Man. Là, on a Doctor Strange, donc c'est plutôt cool de voir Peter se sociabiliser avec d'autres personnages. Et je terminerai en disant tout simplement que j'ai lu ce numéro peut-être quelques temps avant No Way Home, ou après, je sais plus. Et je dois dire que le team-up des deux dans ce comics est 10 fois plus intéressant que ce qu'on a eu en film. 3e fion de la vidéo, voilà, si vous avez bien noté chez vous. Voilà. Ça tire à balles réelles. Ouais, je peux même pas les comparer, tu vois, c'est tellement. C'est 2 planètes. En termes de réalisation, si tu veux, on peut comparer en termes de réalisation. Strange dans ce numéro, en 40 pages, pour moi, est beaucoup plus exploité que ce qu'il a été sur un film. Mais du coup, c'est bien, parce que le personnage dans les comics a vraiment cette aura si particulière qui fait que, même s'il est dans un épisode d'une autre série, Spider-Man en l'occurrence, ce qui était le cas avec les films, il ne perd pas de sa spécificité. Parce que j'ai vu quelques planches et je vois à peu près la direction qu'avait le comics de Ditko, c'est que ça restait. Pour moi, on reste un peu dans le même ordre d'idées, si tu veux. Voilà. Moi, je t'avouerais que. Alors, j'aime bien le personnage de Doctor Strange, mais j'avoue que tu vois les planches un peu psychédéliques comme ça là, qui sont extrêmement typiques de l'époque et de la représentation qu'on pouvait faire de ces univers parallèles ou de je ne sais quoi. C'est peut-être des moments de liberté pour les artistes. Moi, c'est pas mon truc, quoi, tu vois. Moi, c'est pas.
ouh, j'aime pas. Ouais, c'est pas du tout mon délire, quoi. Donc je l'ai lu et puis j'ai pas tellement en fait un gros affect d'une manière générale avec les Unwall, qui Ouais. hormis l'Unwall qui m'a surpris parce qu'il était incroyable celui de 64, mais sinon moi les Unwall généralement je trouve que ça sert plus à faire vendre du papier qu'autre chose. Et voilà. Et je trouve que le team-up, si tu veux, entre les deux, est pas. C'est pas qu'il est pas intéressant, mais je le trouve compliqué. Le côté mystique, le côté urbain, c'est difficile à superposer les deux, je trouve. J'aurais plus vu, tu vois, un team-up avec Iron Man. Voilà. Bon. Ça viendra peut-être, je sais pas. Pourquoi ah oui, non, mais d'accord, non, mais bien fait. Non, mais voilà, non, mais vous voyez cet homme blessé. Cet homme souffre. On en parlera en 66, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, ok. Que je vais attaquer ce soir, hein, du coup, parce que je te raconte pas comment faire cette émission me chauffe, mais un truc de malade. Grosse émission. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si, à noter que dans cet épisode apparaît le sceptre de Watomb. Voilà. Alors tout le monde s'en fout certainement, mais c'est un sceptre extrêmement important a priori dans l'univers du Docteur Strange, important au point d'apparaître dans le premier film Doctor Strange. Et oui, mes petits kikis, c'est aussi ça, les rubriques de G. Voilà, on apprend des choses. Non, mais le step de Watomb, en fait, si tu veux, quand je l'ai vu passer, je dis, tiens, ça me dit quelque chose, ce truc. Petite recherche Internet, parce que Google est ton ami, et tu dis, ah oui, effectivement. Non, c'est un artefact qu'on reverra, même par la suite, dans l'univers Marvel, à tel point qu'il a trouvé sa place dans le film Doctor Strange. Alors, pas en première main, si tu veux, mais à un moment donné, on le voit bien. Voilà, ça fait plaisir. Ce qui nous amène tout naturellement à l'épisode 29. Tout à fait. Et on retrouve le Scorpion. Oui, exactement. Le Scorpion qui s'évade de prison et qui est quand même bien décidé à se venger de Jameson. J'ai pas grand-chose à dire sur cet épisode. C'est pour moi un gros épisode de baston. Il y a bien un événement, mais que je vais te laisser... il y a 2 événements, mais ça je vais te les laisser. Mais c'est pour moi vraiment un gros épisode de baston, et c'est, je crois, dans cet épisode-là qu'on voit le Scorpion utiliser sa queue pour rebondir, un peu comme le marsupilami, et ça colle pas, quoi. Ça colle pas. Et pour moi, voilà, c'est la deuxième fois qu'on voit le Scorpion, et putain, tu vois, je reste sur ma faim. Le Scorpion, pour moi, sur le papier, il y a tout pour en faire un méchant de premier plan, une némésis parfaite pour Spider-Man, et pourtant, ça fonctionne pas sur moi. Pas autant que ce que ça devrait, j'ai envie de dire. Voilà. Et qu'est-ce que tu en as pensé? C'est exactement ce que je me disais moi aussi, tu vois. Alors, il y a le retour de Ned Leeds, notamment, dans cet épisode, qui fait plaisir ou pas, parce que il a un côté, voilà, un peu le gars qui se la pète, qui n'y avait pas forcément au début, mais là, on sent que ça commence un peu à se mettre en place, notamment quand Spider-Man se démène contre le Scorpion et que lui, il est à côté en mode vas-y, fais attention, je t'ai dit de faire gaffe à sa queue, machin et tout. On sent l'espèce de triangle amoureux qui commence à se mettre en place de manière beaucoup plus directe et concrète. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on retrouve les tropes classiques de Jameson qui est au centre de l'histoire, parce que c'est Scorpion, et que du moment où il y a le Scorpion dans l'histoire, il y a forcément, très souvent en tout cas, Jameson dans les parages. Du coup, voilà, je dois dire que l'épisode est vraiment full action en plus. Il n'y a pas de moment vraiment où ça se pose, où ça raconte vraiment quelque chose. Pour tout dire, j'avais oublié, à ma première relecture, j'avais oublié cet épisode. Je me souvenais de l'apparition du Scorpion, mais je ne me souvenais pas qu'il apparaissait aussitôt dans l'année, en fait, une deuxième fois. Voilà, c'est vraiment pour l'instant, on est sur vraiment je vais le dire, hein, mais on est sur le méchant Ooga Booga de Spider-Man. Hein, c'est le Scorpion. Il n'y a pas de grosse, hormis sur sa petite origin story un peu sympa du fait que ce soit un détective privé à la base. Au-delà de ça, pour l'instant, il n'y a pas cette amorce de personnage. Il sera responsable de beaucoup de choses tragiques dans la vie de Jameson dans les années à venir, mais au début, il n'y a pas de, voilà, il se bat de manière assez classique. Encore une fois, il y a quelques plans sympathiques. Tu vois ça, moi ça je le sais pas. Ça je l'ai jamais lu. Ben voilà.
Il y a quelques plans sympas sur un château d'eau, mais bon, il fait des roulades. Mais j'ai J'aime pas bien quand grand-chose à dire. Spider-Man, il fait des petites boules de toile comme ça pour l'intercepter, pour Et voilà, le. Ouais, putain, non, mais ça reste bien quand même, hein. On va pas se tu vois, mentir. c'est bête, mais il y a un combat dans la flotte, tu vois. Ouais, Je trouve pas marquant. Alors qu'on a vu un combat dans la flotte il y a quelques temps contre Doc Ock, qui était pas non plus incroyable, mais qui était quand même ouais. un peu plus divertissant. Là, c'est en 2-3 cases, c'est réglé, quoi. Et ça méritait, je pense, de faire une vraie scène dedans, quoi. Et pourtant, il est bien dessiné. Il est mieux Il est bien dessiné que je dessiné, trouve que ouais. celui de Doc Ock. Tu vois, Ouais, les ça dépend. mouvements, je sais pas, les mouvements de l'eau, tout ça, je les trouve bien faits. Ouais, puis c'est vrai que les positions un peu de nageur, là, sont pas mal aussi. Mais voilà, non, moi, un scorpion qui a pas de dard, je sais pas, c'est comme un chien sans dents. Non, mais, enfin, moi, tu peux m'en mettre 4 dans mon salon, des scorpions sans dard. Franchement, donnez-moi une tongue, je, je vais te régler en 2-2 et sans trembler, hein. Mais enfin, voilà. Je sais Ouais, pas. bah oui, oui. C'est pas. Et il se passe autre chose. Alors, faut que tu me rappelles. Ah, attends, mec, qui va Ah pas. oui, qui commence. Oui, mais bon, c'est tellement habituel que à la fin, je le relève plus. C'est plus important dans l'épisode suivant, donc à la limite, on peut même faire la Oui, mais ça transition. s'installe. Ça s'installe. Ça C'est les s'installe. prémices. Ça s'installe. Ouais. Et c'est pas inintéressant. C'est Et pas on a. inintéressant. Ouais. Ouais, enfin bon, voilà. Après, ça s'installe, quoi. Voilà. Mais bon, ouais, c'est pas Ouais. l'épisode. Voilà. Disons que quand, dans le prochain épisode, elle va vraiment se sentir mal, ça tombe pas, voilà, du ciel. À un moment donné, bon, C'est ça. il y a une petite installation avant. Ce qui est la moindre des choses, vu le nombre de fois où elle tombe malade, la vieille. Mm. Bref, on arrive à l'épisode 30. Spider-Man va faire face à un ennemi qui s'appelle le chat, je dis pas de bêtises, qui, dans ma mémoire, n'était pas ce personnage-là. Il y a un autre cambrioleur chat qui va affronter plus tard dans sa carrière qui lui ressemble beaucoup, mais qui n'était pas celui-ci en fait, donc je me souvenais plus du tout à la base de ce personnage-là. C'est un cambrioleur classique, hein, une espèce de grande gueule qui veut faire le plus gros coup du siècle et en gros il va se retrouver avec Spider-Man sur son dos. Donc là-dessus, c'est pour le coup l'intrigue super vilaine entre guillemets de la semaine, enfin du mois, n'est pas hyper captivante. Mais ce qui est d'autant plus intéressant dans cet épisode, c'est la vie personnelle de Peter, qui va vraiment en avoir sa claque, quoi. Vraiment, il va être au bout du bout avec Betty, qui va vraiment privilégier petit à petit Ned à sa personne, notamment l'amorce du mariage de Betty Brandt et de Ned Leeds qui va se mettre en place, et Peter qui va violemment partir, en fait, claquer la porte et petit à petit rompre un peu sa relation amoureuse avec Betty Brandt. Elle restera dans les parages, mais il sera jamais vraiment aussi à fond sur elle que ce qu'il pouvait être jusqu'à présent. Avec des passages très intéressants dans la rue où tu vois pas mal de personnages qui courent et lui qui est au centre en train de marcher un peu dans ses pensées, que je trouve vraiment très très bien dans cet épisode. Et finalement, ça se comprend que il y a peut-être moins d'action, c'est parce que on sent que le duo veut vraiment mettre en avant l'aspect émotionnel de cette rupture, qui est vraiment très délicate à gérer et qui va terminer sur une case que je t'ai évoquée en off, que je trouve absolument iconique. C'est la case où Peter quitte Betty Brandt, donc il est de dos, il va vers le fond de la pièce, donc le fond du dessin, et il y a une silhouette de Spider-Man qui les sépare, en fait, avec les bras écartés, en mode voilà, il y a une espèce d'obstacle, en fait. Et ça, c'est très symbolique, et je trouve que c'est vraiment révélateur de ce qu'est Spider-Man, en tout cas au début, dans le sens où il a du mal il aura toujours du mal, mais surtout au début, il a du mal à faire le lien entre sa vie de super-héros et sa vie d'homme de tous les jours. Et c'est très intéressant parce que du coup, c'est pas un épisode, comme je disais, très captivant. On voit quelques méchants avec un look particulier qu'on retrouvera dans l'épisode d'après. Mais autrement, c'est pas ça du tout qui fait le sel de l'épisode. On est dans un épisode full drama, mais full drama dans le bon sens du terme. Voilà. Et alors, le chat, pour moi. Ouais. Pour moi, voilà. Enfin,
Des fois, il y en a besoin d'avoir des antagonistes qui soient pas forcément ouf ouf. Bon, bah voilà, bah lui, il est pas ouf ouf du tout. Ni dans le design, ni dans l'attitude, ni dans rien. C'est pour ça qu'il survivra pas. Enfin, qu'il survivra pas. Enfin, il fera pas une carrière de dingue. Comme tu le disais, là, on voit ces petits... tu vois, toujours cette notion... on n'est plus tellement dans l'écriture sur des épisodes en un. On a vraiment... dans les épisodes, on installe aussi des choses à moyen et à long terme. Et là, on installe des choses qui vont être utilisées tout de suite dans l'épisode d'après. Tu vois, en termes de construction, c'est plus aussi basique qu'en 62, 63, 64. On commence vraiment à essayer d'avoir de la maîtrise, à tenir son histoire, à tenir son univers, à essayer de positionner ses pièces d'une manière un peu plus judicieuse. Et ça fait du bien, c'est hyper marrant en fait de voir ces ficelles-là. Et autre chose qui, sur moi, fonctionne toujours à merveille, on voit ces personnes, ces méchants qui volent du matériel nucléaire, et c'est tout con, mais sur le camion, c'est marqué Stark. Ouais. Et ça, c'est rien du tout. Hein. Et même moi, ça me fait kiffer, ça, franchement. Ah oui. Parce que l'univers partagé, tu te dis, oh mon Dieu... Enfin, d'un coup, c'est comme si, en ayant Stark sur le camion, même s'ils vont pas en faire forcément quelque chose après, c'est comme si, hop, ça ouvrait un champ des possibles. Est-ce qu'il y aura Iron Man? Est-ce qu'on va avoir Tony Stark? Est-ce que, tu vois, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Voilà. Et sinon, franchement, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Je vais pas revenir sur ce que tu as dit sur l'image de fin qui est, mais d'une classe, mais folle, cette dernière case. Et c'est tellement... et au-delà de la beauté de la case, c'est tellement le symbole parfait du poids de Spider-Man dans la vie de Peter Parker. En fait, voilà, Steve Ditko. Une idée, un principe, un truc, pof, je le dessine, voilà, c'est comme ça. Un designer, mais de dingue, vraiment. Le talent à l'état brut, vraiment. C'est pas forcément celui qui va faire les plus beaux dessins, surtout comparativement à ce qu'on peut voir à notre époque, mais en termes de design, d'idées, les mecs, levez-vous de bonheur pour l'arrivée à la cheville. Je vous le dis tout de suite. Parce que la vache, il est quand même très très fort. Et on arrive gentiment à le dernier épisode de cette intégrale, mon petit lapin. Ouais, là on est sur du bon. L'épisode, pardon, je tousse, l'épisode 31. Où grosso modo, je pense que j'arrivais en bout de course sur mes notes et où je devais être un peu fatigué, puisque je note, on revoit les mêmes mecs que dans l'épisode 30, donc le mec, il fait même plus des phrases. Tu vois. On est à peine sur du sujet, verbe, complément, enfin bref. On comprend que c'est une organisation criminelle tenue par quelqu'un d'important qui a déjà croisé Spider-Man, mais on ne sait pas qui. Et ça, c'est important. Du mystère, on aime ça. Tante May est hospitalisée, ce qui est, une fois de plus, très très important. Bon, après, voilà, bagarre avec les méchants. Je note quand même, comme d'habitude, un peu les designs des véhicules, des bases, tu vois, ce genre de choses. Le design de l'hélicoptère. Il y a un hélicoptère orange. Écoute-moi bien, si ça vole en vérité... Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça puisse voler des engins comme ça. J'en doute, mais bon, pourquoi pas. Et sinon, voilà, il se passe surtout un événement extrêmement important dans cet épisode. Mais ça, je vais te laisser la primeur. C'est très gentil, dis donc, il ne fallait pas. Moi, j'adore cet épisode. Je trouve que c'est l'amorce de beaucoup de choses. Je vais essayer de faire court, mais déjà, c'est l'amorce d'un. Non. C'est l'amorce d'un arc de plusieurs épisodes qui va avoir tout son intérêt en 66 et j'ai hâte qu'on en discute parce que je sens que tu vas y prendre plaisir. Je sais pas pourquoi, je pense, mais voilà, on verra. C'est vraiment excellent parce que tu as comme tu disais, l'abonnement à l'hôpital de la vieille depuis 30 numéros, qui est un abonnement très rentabilisé du coup parce qu'elle y retourne encore une fois. Sauf que là, ça va être un peu plus grave que les autres fois puisque du coup Peter va être. Elle tousse cette fois, elle tousse. Elle tousse et elle a quelques gouttes de transpi. Donc il va falloir qu'il charbonne d'autant plus. C'est le Covid. C'est le Covid. Arrêtez tout. Mettez des masques, arrêtez tout. Il en a déjà un, il a intégral. Allez, roule ma poule. Putain, comment tu veux. Ne serait-ce que la couverture de cet épisode que vous verrez peut-être ici, c'est celle-là. Cette couverture où l'araignée est au centre de l'histoire et tu vois chaque segment de la vie en fait de Spider-Man qui rentre en collision et c'est
aussi pour ça que j'adore cet épisode, c'est parce que c'est l'introduction de 2 personnages ultra mythiques de la saga, enfin de l'histoire de Spider-Man, Gwen Stacy et Harry Osborn, qui apparaissent dans cet épisode. Excusez-moi, on est dans le culte, messieurs, dames. Accrochez-vous. Et c'est vraiment fantastique parce que du coup, je pense pas, parce que souvent les grands génies, quand ils créent quelque chose, ils se rendent pas tout de suite compte de l'impact que ça aura sur la suite. Mais là, ils introduisent 2 masterclass de personnages qui vont rester jusqu'à aujourd'hui, hein, que ce soit directement ou indirectement. Et finalement, ils en font des personnages un peu random, où on sent qu'il va y avoir quelque chose de plus avec, mais pour l'instant, c'est des espèces de haters un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que Peter est focus sur la mort, enfin la mort, non, j'ai envie qu'elle crève, cette conne. Il est focus sur l'état dramatique de sa tante à l'hôpital, et il passe aux yeux des autres élèves pour une espèce de mec asocial qui répond pas quand on lui pose une question, etc. Et du coup, il va y avoir toute cette espèce de jeu qui va se mettre en place dans cet épisode par rapport à ça, où Gwen Stacy va essayer d'utiliser un peu ses charmes pour attendrir Peter Parker, mais rien n'y fait, il n'est pas du tout dans ce mood-là, quoi. Donc elle apparaît un peu comme une espèce de personne pas très fréquentable, lui non plus. Harry Osborn, qui est un peu le cliché alors pas encore le fils à papa qu'on verra après, mais en tout cas le côté bon élève, mais qui aime bien faire des coups aussi de temps en temps à ses camarades de classe. Et du coup, l'introduction de toute la vie de l'ESU, donc l'université qui va se mettre en place. Pour moi, c'est vraiment le big deal, quoi. C'est le truc essentiel de la carrière de Spider-Man, c'est l'université. C'est là qu'il va avoir justement ses premières grosses rencontres. C'est là que Spider-Man va vraiment prendre toute son importance. Ça va être, on va y venir tout doucement, on va amorcer, mais le changement avec l'année d'après, l'arrivée de John Romita, du coup, il va y avoir vraiment le côté où ce nouveau dessinateur va s'étendre sur cette période-là. Il va y avoir plein de choses. Voilà. En résumé, il va y avoir une grosse période. Et en parallèle de ça, comme tu l'as très bien dit, il y a cette histoire avec les espèces de voleurs qui sont assez technologiques dans leur approche, et l'intrigue avec le maître conspirateur, le master planner, qui va se mettre en place et qui va prendre tout son sens au début 66. Et du coup, je trouve qu'en 20 pages, ils mettent un tas de trucs. C'est vraiment impressionnant à quel point ils arrivent encore une fois, ils font du niveau du 64 pour moi. C'est du 1964 ce qu'ils font. Ils mettent plein de trucs et allez-y, servez-vous les gars, c'est pour vous, quoi, c'est cadeau. Et je trouve que c'est très bien fait dans un premier temps. C'est très bien dessiné, même si je trouve que l'ancrage n'est pas forcément des plus réussis dans cet épisode. Mais je trouve qu'ils se donnent quand même à fond. Et alors, je sais pas si ça vient pas de ton édition. Alors c'est peut-être mon édition. Parce que ça donne quoi, toi ? Nickel. Nickel. Peut-être parce que moi, c'est remasterisé. Enfin, je sais pas, c'est pas des trucs. Oui. Si. Et moi, non, rien à dire, quoi. Bon, ça va. Pour le coup, je retire ce que j'ai dit. Autant sur l'épisode avec le scorpion, son retour, très grossier, très épais, l'ancrage. Mais là, non. Bon, je retire ce que je dis là. C'est vrai que moi, les visages sont très blancs, très blafards. Peut-être, je sais pas. Mais c'est possible parce que la nouvelle édition que tu as, c'est la version qui est basée sur les Masterworks américains et les Epic Collection. Donc c'est possible qu'ils aient mis les nouvelles couleurs. Je voulais dire 2 trucs. J'adore dans cet épisode le voir, évidemment. Il galère pour payer les factures d'hôpital de sa tante. Donc du coup, il n'a pas 36 moyens en fait pour gagner du pognon. Il doit prendre des photos de Spider-Man. Pour prendre des photos de Spider-Man, Spider-Man doit combattre à la nuit des criminels. Donc il essaye de tourner sur les toits de partout pour essayer de trouver des criminels pour prendre des photos pour pouvoir payer l'hospitalisation de sa tante. D'où l'importance du système français avec la sécurité sociale. On y reviendra. Bref. Alors ce con, il avait juste à vendre ses lance-toiles, quoi. Je sais pas, mais bon, merde. Oui, mais c'est une partie de lui. Et puis si tu fais ça, tu résous tout. Donc c'est pas la peine. Et encore. On l'a déjà vu, de toute façon. Déjà vu, je te coupe 2 secondes, mais c'est vrai qu'on l'avait vu dans un épisode de 64, du coup, où il avait essayé de vendre sa toile, et donc ils ont même désamorcé les trucs, tu vois, en pensant à ce que les fans auraient pu dire. Vas-y, je t'en prie, reprends. Et où tu le vois, essayer de tout tenir, sa vie à lui, sa vie d'étudiant, parce qu'il doit essayer de réussir ses études, sa vie de super-héros, mais en fait, il le fait même pas pour aider tellement les gens. Là, il le fait vraiment parce que c'est son moyen de gagner du pognon. Et ça le rend tellement humain,
Ça le rend tellement humain. C'est pas sa motivation première tout le temps, mais là, il a vraiment une préoccupation très très humaine. Il a besoin de gagner du blé pour sauver sa tante. Voilà, j'adore. Et encore une fois, le génie du design de Ditko, regardez le visage de Harry Osborn, reconnaissable entre mille. En quelques coups de crayon. Le petit nez, les cheveux, le menton pointu, voilà, tout est là. Tout est là, voilà. Il est le nœud pape, il est déjà lui. Chose. Alors, je sais pas si ça fait partie des idées reçues que je peux avoir, et je le saurai certainement en parcourant les intégrales futures. Il y a une image où tu vois Peter Parker complètement fatigué, crevé, qui traverse en fait la cour de l'université, et tout le monde le regarde, tout le monde le trouve désagréable, parce que il se préoccupe même plus en fait de ce qu'il a autour de lui, et il est complètement perdu dans ses pensées et dans ce qu'il doit faire pour essayer de tenir le coup. Préoccupation que je trouve extrêmement intéressante, et en fait je trouve les habits de Peter Parker ne sont plus les mêmes. Là il a une chemise blanche, ses cahiers sous le bras, son petit gilet noir, il a une allure d'étudiant. Bah, c'est un nouveau départ, voilà. Et c'est un point que tu as relevé qui est très pertinent, parce que sache que alors c'est pas un spoil, hein, mais tu as raison en partie, il va y avoir un changement vestimentaire du personnage qui va s'accompagner avec ce renouveau. D'accord. Ce qui, pour moi, le top est les années 80. Quand il a le cuir, le jean, je suis un enfant des années 80-90. Hein, donc, il a la classe à ce moment-là. Mais sale. Et voilà. Voilà, magnifique épisode. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cet épisode. On revoit pas, aussi. Non, je pense que c'est à peu près tout. Alors, le Gwen Stacy, pour le coup, qui n'a pas encore sa représentation iconique, hein, elle a un visage très différent du visage que lui donnera, par exemple, John Romita. Et elle n'a pas son serre-tête, son célèbre serre-tête qu'on voit sur toutes les images les plus connues du comics. Et ça, c'est Romita qui va l'installer ? J'ai un doute, mais je dirais on verra que vite. Mais... On verra vite, de toute manière. Ah, vous entendez craquer ? Ah oui, les reliures. Ah, il n'y a pas que Urban chez qui ça craque. Hein. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intégrale 1965, alors que pour toi c'est une relecture et pour moi une découverte ? J'aime bien ce petit décalage. Exactement. C'était très très bien. C'est pas la meilleure année pour moi du duo, clairement. Il faut dire qu'ils ont tellement fait fort avec 64 que voilà, c'était compliqué d'atteindre le niveau. Par contre, là où c'est intelligent, c'est que, on l'a dit plusieurs fois au cours de l'émission, mais ce que j'ai trouvé de bien, c'est que ils vont pas tomber dans la surenchère bête et méchante en se disant hop, tiens, ça a marché, on va continuer à créer masse de personnages. Non, ils se posent, ils racontent une histoire et ils se servent de ce qu'ils ont mis en place dans les épisodes précédents pour continuer à étendre cet univers-là. Et ça, c'est la grande force de ce run-là, pour le coup. Puisque les autres intégrales seront pour moi dans la lignée vraiment de celle-ci. Pas forcément en termes de qualité, mais en termes justement de ce que je disais d'exploration de l'univers. Et c'est vachement bien. J'avais vraiment en tête, quand je l'ai relu, le dernier épisode, le 31, qui m'avait marqué la première fois, parce qu'il y a vraiment tout ce côté nouveau, ce côté frais qui arrive dans la série au bout de 30 épisodes, ce qui pouvait paraître beaucoup quand même pour l'époque. Donc c'était cool de le faire à ce moment-là. Et je dirais que c'est peut-être le seul défaut, c'est d'être entre deux années incroyables, tout simplement. On en reparlera pour 66, mais je trouve que c'est peut-être ça qui fait que c'est une année un peu plus en dents de scie. Mais historiquement, c'est quand même la deuxième intégrale que j'ai lue. J'avais lu, donc je l'avais déjà dit, mais 64, c'était la toute première, et j'avais emprunté la 65 à ma bibliothèque à l'école aussi, et du coup j'avais une vision un peu indissociée des deux, et là c'est seulement en les relisant qu'avec le temps aussi, que je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui sont bien, certaines choses qui sont peut-être un peu moins bien, mais ça reste un grand moment de lecture quand même. Et tout pareil que toi. 64, j'aime à la folie, parce que c'est une folie créatrice. À un moment donné, c'est une espèce d'explosion, et on a besoin aussi de ce temps-là pour étoffer l'univers. Et à un moment donné, 1965, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu des réunions.
On se pose, hop, on va essayer de planifier un peu, on va essayer de cadrer un peu les choses. On a acheté pas mal d'éléments, maintenant on va essayer de les faire vivre. On va donner, on va travailler sur plusieurs plans. On va donner de l'épaisseur aux personnages, on va faire avancer Peter, on va faire avancer les gens autour de Peter, on va faire avancer Spider-Man. On va à la fois mettre des nouvelles créations et essayer de construire des choses un peu plus sur le long terme avec le bouffon vert. Si 1964 est une folie créatrice, je dirais que là on est dans non pas dans la retenue, mais on est vraiment dans un exercice de on n'est pas des amateurs, on n'est plus des petits nouveaux sur le marché des comics et on va contrôler les choses. On va avancer, il y a une logique derrière. Tu sens les mecs qui veulent maîtriser tous les aspects de leur œuvre. Comment on appelle ça? L'Annual en a un bon exemple. Là aussi, on va essayer de mettre en place des ponts, encore une fois, avec les autres séries. Il y a vraiment l'empreinte Marvel, en fait, je trouve, qui commence à marquer vraiment cette intégrale, la patte Stanley, hein, ni plus ni moins, hein, on va pas se mentir, et vraiment super, super intéressant. Ce qui en fait, je pense que c'est important, si tu veux, de le dire. À titre personnel, je ne peux pas lire ces histoires en ayant simplement envie de lire de bonnes histoires de Spider-Man. À mon sens, c'est pas suffisant pour aller sur ces intégrales-là. Il faut avoir envie de lire des bonnes histoires de Spider-Man, avoir envie d'aller chercher les origines du personnage et avoir un petit peu envie de se creuser la tête pour voir les rouages, les mécaniques créatives, se forger des avis sur le style de Ditko. Est-ce que c'est vraiment un bon designer? Comment Stan Lee il tient un petit peu son univers? Ben voilà, je pense qu'il faut avoir des attentes un tout petit peu plus grandes que simplement avoir une bonne histoire pour prendre pleinement son pied sur ça. Et si vous arrivez à vous mettre ces prérequis là, franchement, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Pour l'instant, j'ai pas une intégrale qui m'a déçu. Pas une. Il y a des moments un petit peu plus faibles. Oui. Mais voilà, quoi. Ça aurait pu te faire décrocher direct, c'est sûr. Tu prends l'intégrale Iron Fist qui est sortie, j'ai acheté les deux. La première, c'est infâme. Typiquement, voyez, voyez un personnage, tout ce qu'il faut pas faire dessus, bah voilà, c'est ça, quoi. Et à un moment donné, il y a Claremont et Byrne qui arrivent, et d'un coup, la lumière fut, quoi. Sinon, infâme, dégueulasse. Tous les épisodes, il y a un nouveau scénariste, un nouveau dessinateur. Oui, ça n'a pas de continuité. Là, c'est vrai que c'est assez inédit pour le souligner, mais c'est quand même 2 personnes qui sont là depuis le début, ensemble. Quelles que soient les coulisses de tout ça, il y a quand même, malgré tout, une émulsion qui se crée quand ils sont ensemble. Et c'est d'autant plus fort parce que voilà, on a appris avec le temps que c'était pas forcément 2 personnes qui pouvaient se piffrer, mais je trouve que malgré tout, ils arrivent à faire des merveilles, à créer une continuité, comme tu l'as dit. Ce qui n'était pas forcément le cas avec les autres séries, où il n'y avait pas forcément la même magie avec certains personnages, tout simplement, qui étaient peut-être moins attrayants pour les lecteurs. Voilà. Et du coup, c'est ça qui fait que cette série ressort en fait par rapport aux autres. Et le voyage continue. Voilà. Tout ce que j'ai envie de dire, le voyage continue. Et j'ai hâte d'arriver à 1966, qui sera une année charnière, puisque le Ditko va partir. Et il sera remplacé par celui qui n'est pas du tout Joel Clodo, qui est une légende incroyable de Spider-Man, John Romita Senior. Exactement. Est-ce qu'on mesure bien le truc? On va lire du John Romita Senior. Et ça fait longtemps que j'en ai pas lu, donc ça va me faire du bien de m'y remettre. Moi, à part quelques épisodes comme ça, par-ci, par-là, ce sera vraiment quasiment intégralement une découverte. Tu vois, j'ai quelques trucs, oui, bien sûr, mais comme pour ces premières années, c'est des bribes, des petits morceaux. Par exemple, l'arrivée du Caïd, je sais pas si j'ai l'arrivée du Caïd en tête, mais je me rappelle d'histoires du Caïd où le Spider-Man passe au travers d'une fenêtre, où en bas il y a une espèce de chaudron avec de la lave, ou je sais pas, tu vois. Oui, j'ai des images comme ça, si tu veux, qui me viennent. Mais alors, on va pas se mentir, on va se dire les choses. Et j'ai acheté déjà les intégrales 66, 67, 68, voilà. Et je remercie mon libraire d'amour qui a eu la gentillesse
de me mettre un pan de son bureau de côté, puisque toutes les intégrales m'attendent et régulièrement, pouf, 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 j'y vais et je prends ma petite intégrale et je paye, il m'a tout mis de côté. Merci infiniment. Et merci à toi, hein, parce que 36 non, balles. ouais, mais bon, après je compense avec des trucs, voilà, où j'ai arrêté, où j'ai moins d'intérêt, où voilà, Ouais. ma consommation de comics est en train de changer drastiquement. En tout cas, vraiment, je, je m'y force vraiment, parce que bon, il faut pas déconner. Et puis on n'est pas non plus que des vaches à lait. À un moment donné, il faudrait bien que ça s'arrête. Et voilà. Et donc, tout ça pour te dire que j'ai regardé juste les couvertures des années qui viennent. Ah, il a craqué, hein. Comme la 65, il avait regardé le sommaire. Là, il a craqué. Il y a des covers de malades. Il y a des covers de malades. Il y en a une, je sais plus si c'est 66 ou 67, il y en a une où t'as Doc Ock en pleine face avec les lunettes triangle en mode pas content. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais allons-y. Je signe. Ah, il y a des très très bonnes choses, hein. J'ai hâte qu'on en parle. J'ai très très hâte qu'on en parle. Et ben voilà. C'est vraiment bien. Ce sera pour 2022. C'était un plaisir, une fois de plus, de faire cette émission avec toi. Comme d'habitude, on a réussi à rester dans un format très court, environ 45 minutes. Totalement. C'est faux. On en est à quasiment 2 heures. Mais c'était un plaisir. Merci, Anto, de partager ça avec moi et de me faire découvrir ton Spider-Man. Là, tu viens de résumer en une phrase tout ce que je préfère. Voilà, faire découvrir ce personnage aux gens, et en plus avec toi. Donc, on va pas repartir dans une séance de caressage mutuel comme les 2 émissions précédentes, mais pourquoi pas, non. mais voilà, c'est évidemment toujours un grand moment, et je ne peux que me hyper à l'idée de faire la 66, parce que ça va être un très très bon moment. Voilà, et j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous avez kiffé cette émission malgré tout, voilà, malgré la longueur. Mais qu'est-ce que t'es bon, tu devrais ouvrir ta chaîne. Elle existe, elle est en description de cette vidéo. Allez vous abonner à la chaîne d'Anto. Pourquoi ? Pour lui faire plaisir et pour vous faire plaisir à vous, parce que vous allez apprendre plein de trucs. C'est des moments géniaux avec Anto. Et franchement, je veux pas dire, mais on a, pour une année qu'on avait soi-disant oublié machin et tout, 2 heures, bébé. 2 heures, bébé. Hein, donc ça va, hein, finalement. Oh, je nous ai trouvé un petit. Moi, j'étais pas bien, tu vois, sur les 2-3 premiers épisodes. Tu vois, je disais putain merde, tu vois, ça avait du mal à revenir. Et ouais, en fait, c'est vite revenu. Hein. Il y a aucun problème. Hein. Il y a aucun problème. Comme le vélo. Exactement. À très bientôt dans les rubriques de G pour cette émission avec l'intégrale 1966. On ne sait pas quand on reviendra, mais on reviendra avec énormément de plaisir, énormément d'amour et beaucoup de choses à partager avec vous. Et on vous dit à très bientôt. Salut, merci Anto, à bientôt. Ciao. Et c'est un vrai plaisir de... 50, on peut le dire, 50. Mais quel connard. Alors, juste pour préciser, en off, je dis tout. En off, le mec me fait des vannes sur ma calvasse. Hein, oh là là, mais non, mais ça, je ne fallait pas le dire. Je me venge, c'est tout. Pas qu'on croit que je sois méchant gratuitement, tu vois. Mais jamais je n'aurais dit ça en live, jamais. Bah, moi, voilà, j'assume tout ce qui a été dit et ce qui sera dit. Ouais, non, bah, moi, j'assume pas tout. Hein. Est-ce qu'on en est vraiment là? Je préfère être très très honnête avec toi, il y a des choses, ça va rester dans le domaine du privé, que ce soit bien clair. Évidemment, on sait très bien que tu portes un caleçon Spider-Man pour cette émission. Mon précieux. Donc, cette émission est décousue, c'est catastrophique. Vas-y, rebondis. Ouais, non, mais j'ai pas fini le pitch, donc évidemment, parce que tu me coupes. Donc, voilà. Donc, voilà. Et alors, cette intégrale coûte 36 €. Aïe. Bah, comment il fait, Célic? Aïe. Ça. J'ai repassé dans la tête. Oh, mon Dieu. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Célic, un humoriste qu'on aime tous les deux, mais fort, et qui nous fait fortement.